Ce lundi à Entre deux mondes. J'ai l'impression de flotter littéralement dans le vide. Là, j'entends une autre voix qui est comme devant. Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. Et à ce moment-là, je sens une main d'enfant qui m'agrippe. J'ai eu le temps de sentir chacun des doigts se refermer sur mon bras. Et on a retrouvé Maurice Vien, apparemment sur les déclarations d'un médium. Bon, si on est un voyant, si on le place sous hypnose, on va multiplier ses facultés de voyance. Bienvenue au podcast Entre deux mondes, le podcast où on vous ouvre les portes vers l'invisible. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir Monsieur Christian Page. J'ai peut-être pas besoin de le présenter, peut-être que vous le connaissez déjà. Puis il va nous apporter un côté peut-être plus rationnel, plus scientifique, justement en lien avec le paranormal. Donc bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Bien, merci à vous d'être ici. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu? Je suis journaliste d'abord dans un premier temps. Je ne fais pas partie soit des croyants ou des sceptiques. Il faut toujours un peu mettre les balises. Moi, je suis simplement un journaliste. Je m'intéresse aux phénomènes étranges et mystérieux depuis maintenant 50 ans. Donc, pour moi, l'intérêt a commencé adolescent. J'ai vécu une expérience un peu étrange que j'associe aux fantômes. Et ça m'a ouvert un peu la porte un peu à cet univers-là. Et puis, éventuellement, c'est assez amusant parce que généralement, on fait un métier et on va orienter le métier en fonction de ça, alors que moi, c'est plutôt mon hobby qui m'a orienté vers le métier. En fait, adolescent, je trouvais que le paranormal, c'était tellement fascinant que je voulais absolument en parler. Je comprenais pas qu'on parle du hockey, qu'on parle de politique, qu'on parle pas de paranormal. Ça, c'est plus important que n'importe quoi. Et donc, finalement, je me suis aligné vers une formation en journalisme, communication. Et à partir de là, donc, j'ai fait radio, télé, écriture. J'ai écrit une quinzaine de livres maintenant sur le paranormal. Et je suis présent, là, omniprésent dans les médias depuis maintenant une trentaine d'années, avec toujours un peu ce même discours-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu mon leitmotiv, c'est la vérité. Comme je l'ai mentionné, je ne prends pas un parti pris pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Là. Pour moi, ça, ce sont des guerres intestines qui ne m'intéressent pas. Moi, je me dis, OK, parfait. Comme journaliste, qu'est-ce qui est vérifiable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis si c'est vérifiable, tant mieux. Si ça ne l'est pas, bah tant pis. Donc, voilà un peu quel est un peu mon parcours professionnel. Puis, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de l'expérience qui a déclenché ou les expériences qui auraient déclenché cet intérêt-là envers le paranormal? L'expérience originale, je l'ai déjà racontée d'ailleurs des milliers de fois. Je vais essayer de la résumer rapidement. On est le 13 juillet 1976. Je reviens de chez des amis. On est à un petit village qui s'appelle Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. C'est tout près de la frontière américaine. Ça longe, c'est la route qui longe la rivière Richelieu. Donc, pour vos téléspectateurs, rappelez que l'aspect géographique de la chose, on est dans un petit village rural et dès qu'on sort du village rural, on comprend bien que ce sont des terres agricoles. Donc, on a une route rurale, on a des fossés profonds et ensuite des champs de culture. Donc, à ce moment-là, comme je l'ai mentionné, le 13 juillet 1976, il est à peu près, je n'ai pas l'heure exacte, mais le soleil venait de se coucher, là, ça faisait pas tellement longtemps. On est en plein milieu de l'été, donc on suppose 21h30, 22h à peu près. Donc, je fais de l'autostop pour rentrer chez moi. À ce moment-là, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est une ville voisine. Et en faisant de l'autostop, donc, au moment où on est sorti du village, il faut bien comprendre qu'on a des réverbères qui sont à peu près toutes les 20 ou 30 mètres. Donc, il y a une zone d'obscurité entre deux lampadaires, là. Donc, à un moment donné, une voiture s'amène, je tends le pouce, et puis à ce moment-là, je ne sais pas si le chauffeur me vu au dernier moment ou est-ce qu'il a voulu me signifier que j'étais plus sur la chaussée que sur le gravier d'à côté. Donc, bref, il a donné un coup de volant. La voiture s'est cabrée. Il faut se rappeler, on est les années 70, c'est des voitures à traction arrière, comme on disait. Donc, la voiture se cabre, les roues arrière tombent dans le gravier sur le bas-côté de la route et elle dérape. Alors moi, je sais à ce moment-là que je vais être happé par la voiture. Et comme la voiture arrive à ma hauteur, j'ai l'impression d'être soulevé du sol. J'ai pas eu souvenir d'avoir sauté pour éviter la voiture. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été soulevé du sol. Un peu comme si la gravité n'existait plus. Et je me rappelle encore que quand la voiture, puis là, il faut toujours se rappeler que quand on raconte une histoire, on raconte le souvenir de l'événement, jamais l'événement. Et le souvenir est toujours une reconstruction de la réalité. Donc, j'ai l'impression, puis je dis ça parce que j'ai pas envie que vos téléspectateurs disent « Oh, ce type-là, il est vraiment salé. Il est vraiment salé. » Donc voilà, je me retrouve au-dessus de la voiture et j'ai pas l'impression d'avoir sauté. J'ai l'impression de flotter littéralement dans le vide à 2 mètres du sol. Et là, je vois la voiture qui passe sous mes pieds.
j'ai souvenir d'avoir bougé les pieds comme si je marchais dans l'air. Puis je me disais, wow, c'est vraiment spécial. Donc, la voiture passe. Et là, immédiatement après que la voiture est passée sous mes pieds, je suis retombé dans le fossé qui était sur le bas-côté de la route, là, qui est juste avant les terres agricoles. Donc, j'arrive dans le fossé. Mais j'ai pas l'impression d'avoir, encore une fois, c'est toujours des impressions, mais j'ai pas l'impression que j'ai tombé. J'ai plutôt l'impression d'avoir été déposé. Puis je donne souvent comme exemple, lorsqu'on regarde des trapézistes, par exemple, au Cirque du Soleil, ils ont des harnais durant les pratiques. C'est un peu comme si j'avais un harnais et doucement, j'étais posé dans le fossé. Donc, une fois que je me suis relevé du fossé, j'ai vu la voiture qui s'éloignait dans l'obscurité. La chauffeur ne s'est jamais arrêté. Je voyais les lumières arrière qui s'éloignaient dans l'obscurité. Et alors que tout ça dure une fraction de seconde, là, c'est 2 secondes, et le temps que je suis en train de réfléchir à ça, j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de moi que je ne vois pas. Et au moment où je me dis, tiens, c'est curieux, j'ai l'impression que je suis observé, je sens des mains qui m'agrippent et qui vont me coucher sur le sol. Donc, des mains qui m'agrippent à la hauteur des épaules, d'autres qui m'agrippent à la hauteur des chevilles. Je suis retourné face contre terre, et là, on me soulève du sol et on m'amène dans le champ qui borde la route. Je ne flotte pas comme sur un tapis volant, là, on s'entend bien. Là. Il y a un mouvement d'oscillation, comme si j'étais transporté par des gens. Et à ce moment-là, la seule chose que je peux bouger à peu près, parce que je suis comme un peu coincé, je peux bouger la tête, mais je ne vois personne. Et là, j'entends une première voix, qui est une voix qui semble venir de mes chevilles, comme si c'était un agresseur qui me tenait par les chevilles. Et c'est assez amusant parce que j'ai l'impression que la voix vient de la hauteur de mes chevilles. Donc, la personne qui parle doit mesurer à peu près 30 cm. Là, hein? C'est une poupée Barbie, là. Et donc, là, j'entends la première voix qui dit « On va le tuer, on va le tuer ». Mais c'est une voix étrange parce que c'est une voix qui est française, sans accent, là, québécoise, qui est bien articulée, mais qui a une espèce de vibrato dans la voix, un peu comme si on parlait en se gargarisant. Donc, il y a cette première voix qui parle. Et là, j'entends une autre voix qui est comme devant. Mais c'est pas l'agresseur qui me tient par les épaules ou par les bras. C'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre en avant de cette troupe, hein, appelons-les comme ça, qui, elle, répond « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur ». Et à nouveau, la personne qui est à mes chevilles dit « Non, on va le tuer, on va le tuer ». L'autre répète « Non, on va lui faire peur ». Et donc, ils vont répéter ça 3 ou 4 fois. Pendant ce temps-là, je suis déplacé dans le champ en question. Je m'amuse souvent à dire que c'est un champ de blé d'Inde, mais en réalité, c'est un champ qui avait été laissé en friche, là, qui est en jachère. Donc, j'ai fait peut-être une distance de 40-50 mètres. C'est assez long, là. La distance est très longue. Et là, ensuite, on me pose sur le sol. Là, je m'attends à recevoir un coup derrière la tête ou quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, tout s'arrête. Et là, j'attends. Rien. Je me retourne. Je suis assis dans mon champ, dans la jachère, à 50 mètres du bord de la route. Il n'y a strictement rien. Il n'y a que moi tout seul. J'ai perdu une chaussure en cours de route, là, mais il n'y a que moi. Et donc, à partir de là, c'est une expérience qui est assez troublante. Oui. Bon, j'ai essayé parce qu'on essaie toujours de rationaliser. Il y a comme une espèce de second volet à cette histoire-là, dans la mesure où... parce que quand on arrête comme ça, là, on a l'impression qu'on a ouvert les portes du surnaturel. J'ai tendance à dire que souvent, il y a des choses qu'on peut rationaliser. Donc, immédiatement après l'expérience, évidemment, à ce moment-là, moi, j'ai 13 ans... je me rends à la bibliothèque, j'ai marché jusque chez moi, Saint-Jean-sur-Richelieu, là. J'ai fait les 20 kilomètres à pied. Et quand je suis arrivé, bon, le lendemain, je me présente à la bibliothèque municipale de mon quartier. Bon, avez-vous des livres sur les fantômes? Parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte, c'est les années 70. Là, les gens diront, oui, les années 70, c'était particulier. Mais non, je ne consommais pas de drogue, pas d'alcool. Puis à l'époque, le paranormal ne m'intéressait pas. Moi, comme les adolescents de mon âge, on écoutait de la musique, on s'intéressait aux filles, puis bon, c'était ça, c'était la vie d'un adolescent très ordinaire. Évidemment, j'avais vu, comme mes amis, il y avait des séries à la télé, les envahisseurs avec les extraterrestres, des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était du cinéma. Il y avait rien, il n'y avait pas un ancrage avec la réalité. Alors donc, le lendemain de cette expérience, je me rends à la bibliothèque, je demande, avez-vous des livres sur les fantômes, ce genre de trucs-là. Moi, je m'attends à ce qu'on ait 3 ou 4 livres sur un étagère, et là, d'un coup, pouf, j'arrive dans le rayon, et là, je vois qu'il y a des dizaines et des dizaines de livres. Là, je découvre je découvre un univers complet, là. C'est un univers qui m'avait échappé. Le paranormal était en soi un univers. Alors là, évidemment...
C'est un peu la culture de l'époque. Moi, à l'époque, on nous disait, si c'est écrit dans un livre, c'est sûr que c'est vrai. On nous disait ça à l'école. Fait que forcément, je prends des livres, là, je lis toutes les histoires que je peux lire. Je deviens vraiment, là, je dévore les livres. Là. Je suis un livre-avare. Là. Je les mange tous. Là. Et là, c'est des histoires fantastiques les unes après les autres. Et je n'ai pas de sens critique, dans le sens, si c'est écrit dans le livre, ben je suppose que l'auteur me transmet une information qualitative. Ce n'est que plus tard que je vais découvrir que, dans le fond, l'auteur est très orienté. En fait, 95%, je le dis encore aujourd'hui, 95% de ce que l'on lit, ce qu'on lit dans les livres, ce qu'on retrouve dans les médias sociaux, même qu'on voit à la télé, 90 à 95% de ça est soit faux ou orienté. Il y a une explication alternative ou il y a des éléments alternatifs qu'on ne nous mentionne pas. Donc, il y a à peu près que 5% qui méritent vraiment un intérêt là, scientifique ou journalistique. Le reste, c'est un peu du n'importe quoi. Donc, mais à ce moment-là, je n'ai pas ce sens critique-là. J'avale tout ce qui me tombe sous la main. Et au même moment, là, c'est vraiment par hasard. À la même époque, il y avait eu de l'autre côté de la rivière, parce qu'il faut savoir que Saint-Paul de l'Île-aux-Noix est sur, disons, si on mettait nord-sud, là, on est sur la rive nord, et au sud de la rivière Richelieu, il y a un autre petit village qui s'appelle Sabrevois. Et à ce moment-là, à peu près à la même époque, à 2 ou 3 semaines d'intervalle, des gens ont rapporté des observations d'OVNI. Et ça avait fait le journal de l'époque, qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelait le Canada français, qui était l'hebdo A1 local, avait fait sa une, hein, des gens ont vu des ovnis. Je me suis dit, coudonc, est-ce que ça pourrait être lié, même s'il y avait à peu près un décalage de 2 semaines. Puis à ce moment-là, il y avait un groupe au Québec qui était assez sérieux, qui s'intéressait aux ovnis, qui s'appelait UFO Québec. Ne pas confondre avec d'autres groupes qui, par la suite, ont récupéré le nom. Là, moi, je parle vraiment du groupe des années 70, qui était composé principalement de gens qui avaient des formations académiques assez importantes. Donc, c'était pas nécessairement des zigotos. Hein. Puis à l'époque, il faut le dire, les années 70, c'était un peu l'âge d'or aussi des ovnis, le paranormal et tout le reste. Donc, suite à ces observations d'ovnis, ce groupe-là, UFO Québec, était débarqué dans la région, avait donné quelques entrevues au journal, et à un moment donné, je vois dans un encadré dans le journal, on disait, si vous avez été témoin de phénomènes mystérieux, à peu près à la même époque, à peu près au même endroit, pas nécessairement aux mêmes dates, mais à peu près dans cette fourchette-là, communiquez avec nous. Je communiquais avec eux. Le type que j'ai au bout du fil, c'est un type qui s'appelle Claude Macduff, avec lequel j'aurai toute ma vie une amitié là, jusqu'à son décès. Et donc, lui, il est le premier, en fait, à écouter mon histoire. Je lui raconte cette affaire-là. Il ne voit pas de lien avec les ovnis. Mais à partir de là, j'avais comme l'impression que je venais de mettre le pied dans la cour des grands. Alors pour moi, ces gens-là, UFO Québec, c'était du lourd. C'était des gens sérieux. Certains d'entre eux enseignaient à l'université. Donc, il y avait du lourd là-dedans. Et donc, j'ai commencé un peu par la bande à m'intéresser aux ovnis, même si je n'ai personnellement jamais associé mon histoire à une affaire liée aux ovnis. Par la suite, si j'arrêtais là, ce serait vous mentir. Parce qu'il y a eu un événement ensuite qui m'a amené profondément à remettre en question cette expérience-là. Et ensuite, elle va être un peu un guide pour moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, des années après, l'expérience se passe en 1976. Là, on avance dans le temps. On est au début des années 80. Vous pouvez m'interrompre si vous dites qu'il parle tôt, ce gars-là. Mais non, c'est tellement intéressé. On est au début des années 80. L'expérience est déjà ancienne, de 3 ou 4 ans à ce moment-là. Et puis, comme je l'ai mentionné, je lis tous les livres sur le paranormal. Je regarde toutes les émissions télé qui sont consacrées au paranormal, quoiqu'au Québec, on n'en avait pas beaucoup à l'époque. Et tous les films dont la thématique est les fantômes, les ovnis, les extraterrestres, je prends tout. Donc, un soir, quelques années après, on est début des années 80, 82 à peu près, je regarde un film de fin de soirée. Et ce film s'intitule, en français, c'est Les créatures de l'ombre. La version anglaise, c'est Don't Be Afraid of the Dark. C'est un film qui a été tourné pour la télévision en 1973. Je sais qu'en 2006 ou 2007, on en a refait une version de ce film-là. Et bon, l'histoire, grosso modo, dans la version originale, on peut modifier dans le remake des années 2000, mais la version originale, encore une fois, c'est un film pour la télévision, on se rappelle. Donc, c'est un couple qui hérite d'une maison du côté maternel. Et donc, quand la femme arrive avec son mari dans cette maison qui appartenait à sa grand-mère, elle découvre, en faisant des rénovations, qu'au sous-sol, il y a une cheminée qui a été murée.
Et elle a d'ailleurs engagé l'ouvrier qui a fait les travaux dans cette maison-là depuis des générations. C'est le même monsieur qui avait commencé à 20 ans, qui est rendu à 80 ans. Et là, quand elle lui dit, est-ce que vous êtes au courant qu'une cheminée qui est murée au sous-sol? Il lui dit, oui, c'est votre grand-mère qui m'a demandé de la murer. Puis elle dit, pourquoi? C'est une belle pièce, pourquoi l'avoir murée? Il lui répond simplement, bah, il y a des choses qui doivent rester comme elles sont. Finalement, curiosité féminine, elle décide de défaire la cheminée. Et là, elle va libérer des petites créatures qui ne sont pas très grandes. Il y a à peu près la hauteur d'une poupée Barbie. C'est une espèce de mélange entre des morts vivants et des Bigfoot. Là, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça se promène partout dans la maison. Et ils sont incapables de supporter la lumière, donc ils se cachent derrière les tentures, tout ça. Et leur objectif, c'est de kidnapper cette femme qui les a libérés pour l'entraîner dans leur antre. C'est ça, c'est la sauveuse. Donc, on la ramène dans notre cachette, ça devient notre gourou. Et là, tout le long du film, on entend ces voix derrière les tentures qui disent « Sally, Sally, viens jouer avec nous, viens avec nous. » Là, elle, évidemment, elle confie ça à son époux, qui la considère presque folle. Et puis, à un moment donné, il y a une scène, pour faire court, il y a une scène où elle est sous la douche, les créatures sortent d'une espèce de placard, ils ont un cintre, ils réussissent à fermer la lumière. Et là, une d'entre elles a un rasoir coupe-chou, vous savez, les fameux rasoirs droits. Là. Donc, elle ouvre le rasoir, elle le tient dans ses mains, et là, elle dit à sa congénère, « Je veux la tuer, je veux la tuer. » Et l'autre de répondre, « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » Et à nouveau, l'autre dit, « Oh, je vais la tuer. » Moi, je suis devant mon téléviseur et ça ne peut pas être un hasard. C'est exactement les mêmes mots employés de la même façon. Il y a même cette espèce de petit vibrato dans la voix des créatures. Alors, je me dis, bon, comment est-ce possible? Là, on pourrait imaginer toutes sortes de scénarios invraisemblables et tirés par les cheveux, mais le scénario le plus vraisemblable, c'est beaucoup plus tard, évidemment, je vais découvrir un peu comment fonctionnent nos sens cognitifs. Et il y a une espèce d'habilité que notre cerveau a qu'on appelle la cryptomnésie. Et la cryptomnésie, c'est la faculté de capter de l'information à notre insu et qu'éventuellement, pour une raison X ou Y, notre cerveau va la régurgiter. Donc le film, faut-il se rappeler, c'est un film de 1973. Mon expérience se passe en 1976. Je ne vois objectivement le film qu'au début des années 80. Mais ça ne veut pas dire que le film n'a pas joué à la télé avant que moi je le regarde. Donc, pourquoi ces mots-là sont-ils identiques? Pourquoi le phrasé est le même? L'hypothèse la plus vraisemblable, même si on n'a jamais pu le prouver, parce que je sais qu'il y a des amis à moi qui ont fait un travail acharné, ils ont vérifié quand le film avait pu être diffusé en français à la télé au Québec, et la première fois où apparemment le film aurait été diffusé, c'est en 1979, donc 3 ans après mon expérience. Mais néanmoins, ça ne peut pas être un hasard. Donc, l'idée, c'est qu'éventuellement, le film a joué, où je me trouvais, là, chez des amis, le film jouait à la télé, dans une autre pièce, et cette espèce de phrase là, qui revenait, là, « On va la tuer, là, je vais lui faire peur », mon cerveau l'a enregistré. Et le soir du 13 juillet 1976, suite à cette expérience, parce que ça n'explique pas tout, ça n'explique pas la voiture, ça n'explique pas le bond dans l'air, ça n'explique pas le mouvement dans le champ, mais quelque part, mon cerveau a un petit peu disjoncté et a mélangé des éléments qui étaient purement fictifs, comme possiblement ces voix qu'il me ramenait, versus une expérience qui me traumatisait ou qui m'avait traumatisé, pour me créer une espèce de scénario, mais qui est impossible à déterminer quelle est la part de vérité ou la part de réel versus la part d'imaginaire. Mais à partir de là, je me suis rendu compte, et ça va un peu guider toute ma recherche par la suite, de me dire que notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Donc, il faut faire attention, puis on le sait maintenant de plus en plus avec les recherches qui sont menées dans le domaine cognitif, il faut se méfier, tu sais, les gens disent « moi j'étudie les fantômes, moi j'étudie les ovnis ». Il faut se rappeler qu'on n'étudie jamais les ovnis, puis on n'étudie jamais les fantômes. On étudie des témoignages qui font référence à des fantômes ou à des ovnis. On n'a jamais le fantôme, on n'a jamais l'ovni sous la main. Donc, comme on n'étudie que des témoignages, il faut se rappeler que le témoignage, c'est un peu le maillon faible de la chaîne. Parce que notre cerveau, comme je mentionnais, les recherches qui ont été menées dans le domaine cognitif, on a cru longtemps, par exemple, que notre cerveau emmagasinait des souvenirs. Puis là, il suffisait un peu comme une photographie,
je prends une photo de ma première année à l'école, de mon bal de graduation, et là, j'ai la photo. Et éventuellement, il suffit d'en parler pour que mon cerveau, un peu comme ouvre un tiroir, ressorte la photo de mon bal de finissant, et me dit, voilà, c'est à ça que ça ressemblait. Alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, on sait que la mémoire, quelle qu'elle soit, puis c'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour vous, puis c'est vrai pour tout le monde, la mémoire, elle est reconstructive. On n'a aucun souvenir dans notre cerveau. Ça n'existe pas. Des souvenirs dans notre cerveau, on n'en a pas. En fait, le souvenir se recrée à chaque fois. Donc, si je vous demande à quoi ressemblait ton bal de graduation, ton cerveau, les neurones vont s'agiter et il va recréer le souvenir. Mais ce souvenir-là, à chaque fois qu'il le recrée, il en change des petits aspects. Ça, c'est comme ma mère. Salut, maman. À chaque fois qu'elle raconte une histoire, c'est différent. Et à partir de là, ce qui se produit, mais nous, on ne le sait pas. Donc, la dernière version de notre souvenir est toujours la bonne, mais le souvenir, quand on l'a raconté 20 ans ou 30 ans plus tôt, il était légèrement différent et il va se modifier toute notre vie en fonction, évidemment, du regard que l'on jette sur cet événement-là, à quel point il nous a touchés, quels étaient nos sentiments à l'époque, quels sont nos sentiments au moment où on va le raconter. Le même souvenir, par exemple, d'une dispute avec nos parents à une époque où on était plus près de notre mère, va nous sembler que c'était papa qui était surtout le fautif. Et 20 ans plus tard, quand on raconte le même souvenir, on a altéré l'histoire et là, ça devient maman qui est la fautive. Donc, on va changer le contenu de l'histoire, le narratif de l'histoire en fonction de nos sentiments. Donc, il faut toujours se méfier de ça. Et on sait aujourd'hui, par nos sens cognitifs, qu'en fait, notre cerveau, il y a deux choses qui le préoccupent. D'abord, est-ce que ma vie est en danger? Dès que je me retrouve dans une situation d'urgence, mon cerveau se dit, OK, est-ce que ma vie est en danger? Et ensuite, est-ce qu'il y a un moyen de me reproduire? Parce que c'est ça, la survie de l'espèce, me reproduire et survivre. C'est les deux éléments. À partir du moment où ces éléments-là ne sont pas remis en jeu, ben mon cerveau, lui, à savoir que ce que je regarde dans le ciel, c'est 3 lumières ou 4 lumières ou 5 lumières, qui soient bleues, blanches, bleues, il s'en fout, mais complètement. Donc, comme il y a une attente, je regarde le ciel, je dis, c'est curieux ce truc-là. Et si mon attente est, je crois aux ovnis, puis je crois que les ovnis ont des lumières bleues et jaunes, ben, soudainement, je vais me mettre à voir des lumières bleues et jaunes parce qu'il y a une attente qui est créée. Si j'avais mis un appareil photo pour filmer ce que je voyais, et si j'avais mis un appareil photo sur le bas-côté de la route pour filmer mon expérience, on pourrait être très étonné de voir à quel point on est éloigné de la réalité. C'est pas comme ça que ça s'est produit. Donc, il faut se méfier de ça. Quand on écoute des témoignages, je ne dis pas que les gens mentent. Moi, je dirais en 50 ans, les gens qui ont essayé de me tromper volontairement en me racontant des histoires, je pourrais les compter sur les 10 doigts de ma main. Les gens racontent des expériences qu'ils croient fondamentalement être la réalité et comme ils l'ont perçue. Maintenant, le travail d'enquête, c'est d'essayer de déterminer est-ce qu'il existe une solution alternative à ce qui est proposé. Il faut savoir qu'en science, il y a une règle, c'est la règle de parcimonie. On essaie d'économiser. Si je dis, c'est plus facile, si quelqu'un me dit j'ai vu un ovni puis me raconte son histoire, j'ai deux choix. Je me dis, il a peut-être vu un avion, un ballon-sonde ou des lanternes thaïlandaises, puis il a confondu ça des ovnis. C'est plus simple, c'est plus économique de penser ça que si j'adhère à l'idée il y avait un vaisseau spatial extraterrestre. Parce que s'il y avait un vaisseau spatial extraterrestre, je dois réécrire tous les livres d'histoire, tous les livres de physique, je dois remettre en cause tout le modèle du monde actuel et occidental. Alors que si je dis, il a peut-être vu un avion finalement, on comprend que la science dit, cette hypothèse-là a plus de chances d'être vraisemblable que le reste. Dans l'univers du paranormal, on n'est jamais... il n'y a jamais une coupure blanc et noir. Les gens disent « Ah oui, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? » La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Si on ne peut pas le démontrer, puis surtout si c'est qu'un témoignage, il faut toujours aller vers le plus vraisemblable, vers le moins vraisemblable. Donc, quelqu'un me dit, j'étais dans une maison hantée, j'ai entendu des craquements, des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, etc. Donc, il est plus vraisemblable de croire qu'il a été abusé par ses sens, qu'il y a eu un courant d'air ou un truc comme ça, que de croire que des revenants arrivent de l'au-delà pour claquer des portes. Parce que si des revenants viennent de l'au-delà pour claquer des portes, ça remet en question tout le modèle que l'on a de la science qui dit, là, quand t'es mort, t'es mort. Tu sais, je veux dire, donc là, il y a toute une espèce de gymnastique que l'on fait. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est moins vraisemblable de croire ça que de croire que la personne a pu être abusée par ses sens. Donc, c'est essayer de déterminer. Ici, on n'a pas de preuves, et c'est là que ça devient difficile, parce que dans l'univers du paranormal, vous connaissez l'expression, une affirmation extraordinaire, preuve extraordinaire. Dans l'univers du paranormal, c'est triste à dire, mais cette preuve-là, on ne l'a pas.
On n'en a aucune. Que ce soit pour l'existence des fantômes, des revenants, des démons, des ovnis, la preuve matérielle, irréfutable. Puis là, les gens disent, oui, mais c'est la définition de la preuve. Peux-tu se contenter de la définition du petit Larousse, là, puis du dictionnaire, du petit Robert? Une preuve, c'est un élément matériel qui démontre la véracité d'un fait. Moi, je me satisfais très bien de cette définition-là. Et c'est donc cette preuve matérielle qui montre la véracité d'un fait, on ne l'a pas dans aucun de ces domaines-là. Donc, il faut le regarder avec un esprit ouvert, sans dire que c'est impossible, mais toujours essayer de décanter du vraisemblable vers le moins vraisemblable. Puis au travers de tout ça, y a-t-il des expériences justement que vous avez vues ou entendues ou, mettons, explorées que vous n'avez pas réussi à expliquer? Bien, bien sûr. C'est sûr que là, quand ça fait 50 ans qu'on court Oui, après ça. le paranormal, on se retrouve dans des situations qui sont un peu étranges. Je vais vous raconter une histoire, j'essaie de la rationaliser. J'essaie toujours de la rationaliser. Mais dans les faits, je ne sais pas si quelle est la nature de l'expérience. Mais ça me fait toujours un peu sourire. Il y a quelques années, je tournais la série Dossier Mystère. Donc, vous avez le livre là. Donc, je tournais la série Dossier Mystère. D'ailleurs, cette histoire-là, vous l'avez dans ce livre-là. On était en Floride. On va en parler dans la description du podcast. On était donc en Floride et on tournait, pour Dossier Mystère, on tournait un truc sur une maison hantée. Et la maison hantée s'appelle la May Stringer House. Ça se trouve dans le comté d'Hernandez, dans le nord de la Floride, sur la côte ouest. Et cette maison-là, il faut savoir qu'elle a un long passé. Mais c'était au départ construite quelque part là, au 18e siècle. C'était une maison de ferme. Et ensuite de ça, elle a été agrandie, transformée. À un moment donné, ça a même été une clinique médicale locale. Il y avait un médecin qui pratiquait là. Ça a été aussi une école. À un moment donné, on enseignait. On était dans un univers assez rural, là. Et puis, éventuellement, la maison a été laissée à l'abandon. Le comté d'Hernandez ont racheté la maison et l'ont transformée en musée. Donc, aujourd'hui, quand on visite le musée, on a un salon, par exemple, qui est décoré à la mode du 19e siècle, une cuisine des années 1930, une chambre, par exemple, des années 1920. Donc, ça nous montre un peu l'évolution du style et de la vie rurale en Floride, dans cette région-là, dans le comté d'Hernandez. Il y a un événement qui a marqué particulièrement l'histoire de cette maison. On est au 19e siècle, il y a une fillette de 3 ans qui va décéder, qui s'appelle Jessie Saxon. Ses parents étaient les propriétaires de la maison à l'époque. Et comme on le faisait à ces époques-là, il y avait des veillées funèbres. Donc, l'enfant a été exposé dans la maison et donc les gens venaient faire un peu des grâces et des prières. Et d'ailleurs, quand on rentre aujourd'hui, la première chose que l'on voit dans le hall d'entrée, c'est une photo qui a été prise, c'est un peu macabre. On voit la fillette dans son berceau alors qu'elle était exposée. Oh Jessie mon Dieu. Saxon. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui, ils ont gardé la photo de la fillette exposée dans son berceau. Oh. Et pourquoi ils gardent la photo? Parce qu'il y a un lien entre le bâtiment d'aujourd'hui et cette histoire-là. On dit que la maison en question est hantée. Et le fantôme qui serait le plus présent dans la maison serait celui de la petite Jessie Saxon. Et là, donc, moi, j'arrive là. C'est connu dans tout le comté d'Hernandez que la maison est hantée. Donc, j'arrive là avec une équipe de tournage. Et la directrice du musée nous fait faire le tour du musée. On va de pièce en pièce. Puis elle me raconte des petites anecdotes associées aux histoires de fantômes. Et finalement, on arrive dans une pièce. Et là, il y a un petit berceau avec 2 poupées du 19e siècle. Les poupées en porcelaine, là, blanches, ont quasiment de l'air des zombies. Là. Les enfants devaient être traumatisés à jouer avec des poupées comme ça. Et elle me dit, vous voyez les poupées qui sont dans le berceau? Elle dit, ce ne sont pas les poupées de la petite Jessie Saxon. Mais ce sont des poupées comme celles qu'elle devait posséder. De son vivant, elle a dû jouer avec des poupées qui étaient comme celles-là. Et le hasard, ou le surnaturel, fait que lorsque l'on bouge les poupées, c'est généralement suite à ça qu'il y a des manifestations de type surnaturel qui se produisent. Un peu comme si la petite Jessie Saxon de l'au-delà n'aimait pas qu'on touche à ses poupées. Parfait. Donc, elle me dit à éviter. On continue de faire le tour de l'endroit. J'aurais touché tout de suite. On continue de faire le tour de l'endroit. Et là, elle me dit, bon, ben parfait. Elle me donne les clés. Elle me dit, bon, ben vous et votre équipe, tournez les images que vous avez besoin. Puis une fois que ce sera terminé, vous venez porter les clés à l'hôtel de ville. Je crois que la dame n'était pas encore sortie du stationnement, que moi, j'étais retourné dans la pièce du premier, là. Puis là, les poupées, je les ai pris, puis je les ai secouées sur un méchant. Là, je secouais les poupées, puis là, je disais, Jessie May, are you here? Do you want to play with me? En secouant les poupées, rien du tout. Donc, je remets les poupées dans le berceau. Hein.
Je continue à faire le tour de l'endroit. Il y avait un caméraman, évidemment, qui filmait, lui, de pièce en pièce. Donc, je le rejoins. On est au grenier. Et ce moment-là est devenu un peu un classique dans nos histoires de tournage. Il est dos à moi et il est en train de prendre des prises vers une espèce d'alcôve. Et là, moi, je lui dis, c'est moi qui réalise, je dis, OK, tu me prends un pan de cette façon-là, puis tu tournes comme ça, puis mets de l'éclairage vers le haut. Et comme il est dos à moi, le son de la caméra fonctionne, mais on ne me voit pas à l'écran. Alors, pendant ce temps-là, moi, je continue de regarder. Toujours, on est au grenier à ce moment-là, je regarde quels objets seraient intéressants de prendre en plan pour alimenter notre histoire de fantôme. Et à ce moment-là, je sens une main d'enfant qui m'agrippe le bras, mais qui m'agrippe solidement, là. J'ai eu le temps de sentir chacun des doigts se refermer sur mon bras. Mais c'était vraiment une main d'enfant. Et là, j'ai resté figé. J'ai lâché un juron. Le caméraman se retourne, puis là, il me regarde, puis il dit... Plus tard, il me dit, t'étais blême comme un drap. Quand je reviens, puis là, j'ai dit, je te vois blême de même. Je dis, hop. Et là, il me demande, qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, je suis comme là, je regarde mon bras de cette manière-là, et là, je lève les yeux, je dis, je viens de me faire agripper le bras par une espèce de main fantôme d'enfant. Et le caméraman, n'écoutant que son courage, me regarde, puis dit, on décalisse. Et effectivement, il a fallu à peu près là, 20 minutes. C'est un type qui n'aimait pas tel. Il m'accompagnait, c'est assez curieux parce qu'il savait qu'on tournait Dossier Mystère, on allait de lieu hanté en lieu hanté, mais il n'aimait pas trop ça, ces histoires-là. Et là, quand il a fallu que je lui dise ça, c'était terminé. Il dit, on a les images qu'il nous faut, voilà, on a rempilé. Et 20 minutes plus tard, tout était dans la camionnette, puis c'était terminé. Hein. Il n'était pas question de remettre les pieds dans la maison. Bon, évidemment, j'ai essayé. On essaie toujours de rationaliser, puis c'est un peu ma façon de faire. Je me dis, bon, OK. Quand je suis allé dans la chambre, puis j'ai secoué les poupées, évidemment, je crée une attente. On est dans une maison hantée, on voudrait bien que la porte craque puis que les meubles bougent. Hein? Bon, il y a quand même cette attente-là. Donc, quand j'ai secoué les poupées, inconsciemment, j'ai créé une attente. Hein? J'espérais que le fantôme se manifeste. Même si je ne croyais pas trop, il y avait quand même l'attente qui était là. Alors, à partir de là, est-ce que cette attente-là que j'ai créée n'était pas justement l'attente quelque part? Et à un moment donné, lorsque j'étais au grenier, il suffit simplement d'un faible courant d'air sur mon bras pour que mon cerveau interprète ce courant d'air-là comme une main qui se refermait sur mon bras. C'est ma façon de rationaliser cette expérience. Évidemment, comme on n'a pas une preuve matérielle, il y a moi qui essaie de rationaliser en disant voilà, un courant d'air m'a amené à croire qu'une main d'enfant se refermait sur mon bras. De l'autre côté, il y a ceux qui diront non, je pense que tu t'es vraiment fait agripper le bras par la petite Jessie Saxon. Et là encore, d'une façon ou d'une autre, on est vraiment entre deux mondes. Oui, on ne peut pas se prononcer vraiment. On n'a que le témoignage, et dans le cas présent, le mien. Et à l'image, on ne l'a pas. On a simplement le son de la caméra. Quand moi, j'ai lâché mon juron, là, on sait à quel moment ça va se produire. Mais ça s'arrête là. C'est amusant parce que, bon, cette expérience-là, je n'ai jamais pu vraiment amener une explication définitive. Ça reste dans mon livre, expérience un peu bizarroïde. Et dans le même voyage, c'est quand même étonnant, on se retrouve, là, cette fois-là, on est en Nouvelle-Orléans. On est près de Bâton Rouge, à Saint Francisville. Il y a un endroit qu'on appelle la Myrtle Plantation, qui est considéré comme un endroit excessivement hanté aux États-Unis. Certains le qualifient même l'endroit le plus hanté des États-Unis. Donc, une plantation avec des esclaves, qui a eu à un moment donné une période d'esclavagisme. Et une histoire raconte qu'à un moment donné, une des esclaves écoutait aux portes. Elle aurait été surprise par le propriétaire terrien qui lui aurait tranché l'oreille pour la punir. Puis éventuellement, pour se venger, elle a assassiné, elle a fait un gâteau empoisonné. Donc, la femme, la propriétaire, donc l'épouse du propriétaire terrien et ses 2 enfants sont décédés. Les esclaves qui travaillaient sur la plantation, craignant que le propriétaire terrien s'en prenne à eux, ils ont pris la pauvre Chloé, qui était l'esclave à l'oreille coupée, et puis ils l'auraient lynchée à un arbre. Bon, faut le dire, sur le plan des archives historiques, on n'a rien qui étaye ça. Pas de mort mystérieuse, pas d'empoisonnement. On n'a même pas la preuve que Chloé ait jamais existé. Donc on tombe ici dans un peu un univers folklorique. Pour ce qui est de l'alimentation de l'histoire. Maintenant, les gens continuent de rapporter sur les lieux, à la plantation, toutes sortes d'événements un peu étranges et mystérieux.
Alors moi, j'arrive sur place. Il faut savoir que la plantation est un musée. On peut donc, un peu comme la fameuse maison de la Miss Stringer House, un musée qui raconte un peu l'histoire locale des plantations en Nouvelle-Orléans. Et il y a un quartier d'habitation qui est à un bout de la maison. Mais ce quartier d'habitation-là, au moment où nous, on y est, c'est nous qui l'occupons. C'est comme 4 chambres. Et ces chambres-là sont occupées par le caméraman, l'assistante de production, il y a moi, puis le preneur de son. Donc, on occupe tout le quartier d'habitation. Il n'y a que nous là, qui sont sur place. Et il y a derrière, il y a une autre petite habitation un peu plus éloignée, une dépendance, où il y a un gardien qui est là, qui vit en permanence à cet endroit-là. Donc, ce soir-là, bon, c'est un musée, il y a les heures d'ouverture, on ferme à 18 heures, donc après ça, après il n'y a plus personne. Donc, quand le soleil commence à descendre, moi, le caméraman, preneur de son, on va sortir dans les jardins, puis on va prendre des plans de la maison. Il y a, dans l'univers de la télévision, il y a un événement qu'on appelle l'heure bleue. L'heure bleue, c'est quand le soleil est assez bas, il fait assez sombre pour que les lumières de rue s'allument, par exemple, mais il fait encore assez clair qu'on voit tout. Et cette période-là dure 15-20 minutes. Là. C'est un moment assez magique en télévision. Donc, on va profiter de l'heure bleue. Là. Et là, quand les lumières commencent à s'allumer dans les jardins, tout ça, on pouvait filmer ça. Puis en même temps, on voyait la silhouette de la maison qui se détachait sur le ciel. Mais une heure après, là, on est dans l'obscurité totale. C'est le noir, puis des points lumineux à gauche et à droite qui sont les lampadaires. Puis le caméraman me dit, là, on ne voit plus rien. Je m'en vais à la maison, à la fameuse dépendance. Et là, je dis au gardien qui est là devant son match de baseball. Là. Je dis, oui, est-ce qu'il serait possible d'allumer les lumières de la maison, toutes les pièces, pour que ce soit très illuminé, pour qu'on puisse la voir. Fait qu'un peu en maugréant, il se lève, il m'accompagne à la maison, on descend au sous-sol, on allume, on met les disjoncteurs, toutes les lumières sont allumées. Et là, il retourne à sa cabane en me disant, quand vous aurez fini, vous venez me voir, puis je viendrai fermer les lumières. Parfait. Je rejoins le caméraman. Là, c'est magnifique. On prend des plans à gauche, à droite. Et puis, une heure après, je vais voir le gardien. Il revient, ferme les lumières. Merci, bonsoir. Nous, on continue notre voyage. On ne repense plus à ça. Et là, je reviens à Montréal. À ce moment-là, les images étaient enregistrées sur des disques durs. Fait que je remets les disques durs au monteur. Et là, je laisse passer 2-3 jours. Finalement, je l'appelle. Je dis, puis, nos images, c'était beau. En Nouvelle-Orléans, c'était magnifique. Et là, au moment où on parle de ça, il me dit, la seule affaire que j'ai pas compris, c'est pourquoi vous avez continué à filmer quand il y avait quelqu'un qui regardait par la fenêtre. T'sais. Comment quelqu'un qui regarde? Il ne peut pas avoir quelqu'un qui regarde par la fenêtre, il n'y a personne dans la maison. Et pourtant, quand je suis retourné voir les images, c'était bel et bien vrai. À un moment donné, on filmait la façade, on voit comme quelqu'un qui tire le rideau au 2e étage, qu'on n'avait pas vu pour le moment de tourner, et on voit que cette personne-là se déplace à l'intérieur de la maison. T'sais, on voit son ombre qui se déplace dans la maison. Comme c'est après coup, évidemment, là, quelqu'un dira, t'as filmé le fantôme. C'était vrai, c'était le fantôme. On peut essayer de rationaliser aussi. Peut-être qu'à un moment donné, le gardien est retourné dans la maison et pour voir si on était toujours en train de filmer, a regardé par la fenêtre, il a vu qu'on était dans l'allée avant, donc il est ressorti de la maison puis il est retourné à sa petite cabane. Ça se peut que ce soit ça. Mais comme ça se passe après coup, là, moi je découvre ces images-là des semaines, voire des mois après le tournage, on ne peut plus revenir en arrière. Je ne peux pas retourner et dire, oui, vous savez, quand on était là, êtes-vous allé dans la maison? Ça n'a aucune valeur, ça. Donc, ça reste un peu une énigme, un point d'interrogation. Ou bien le gardien est retourné dans la maison, ou bien on a filmé le fameux fantôme de la Myrtle Plantation. Mais ce sont des histoires comme ça que j'aime bien raconter parce que, bon, on n'a pas vraiment une explication dans l'absolu. Là, on est resté un peu... C'est tellement intéressant, là, c'est fou. Ouais, vraiment. Au niveau des médiums, avez-vous eu des histoires que, justement, vous êtes resté aussi perplexe à vous demander? Ouais, les médiums, ça, c'est un monde qui est un peu divisé. Je m'explique. C'est-à-dire que dans l'univers du paranormal, puis c'est vrai pour les médiums, c'est les fantômes puis les ovnis, c'est un monde qui est divisé en deux. On a comme une espèce de milieu populaire et populiste. On a un milieu, disons, plus scientifique. Donc, le milieu populaire, oui, les fantômes existent, il y a des fantômes partout, puis on va essayer de courir après les fantômes avec des codeux, des caméras, des trucs comme ça, une espèce de quincaillerie qui sert absolument à rien, mais bon, ça divertit. Ça divertit. Bon, parfait.
Et ensuite, un peu la même chose. Vous allez au salon de l'ésotérisme, puis là, ben, vous avez toutes les voyantes qui sont une derrière l'autre, puis pour quelques dollars, on te lit les lignes de la main. Tu passes à l'autre, puis elle te raconte pas la même histoire. Fait que c'est le fun. Tu as 8 avenirs en fonction de 8 voyantes. C'est parfait. Donc, on a tout cet univers-là, l'astrologie. Donc, ça fait partie de la culture populaire. Moi, j'aime ça. J'aime la culture populaire. On ne se prononce pas que c'est vrai ou pas vrai. Ça fait partie de la culture populaire. C'est comme le mont du Loch Ness. Ça. Bon, ça fait partie de la culture populaire. Maintenant, on arrive à un autre niveau. Qu'est-ce que la science? Quel est le regard de la science sur ces événements-là? Et est-ce qu'on a essayé de les documenter? Donc là, évidemment, c'est sûr que si on parle des ovnis, ben oui, il y a eu des commissions d'enquête militaires qui ont été menées sur les ovnis. On n'a jamais trouvé la moindre preuve de visite extraterrestre, mais on s'est aperçu que les gens voyaient des affaires qui n'avaient pas de sens, puis que généralement, quand on a réussi à démontrer ce qu'ils avaient observé, on voit que les gens exagèrent. Hein? C'est nos sens cognitifs. Puis moi, j'ai été confronté souvent à ça. Quelqu'un me dit, j'ai vu un ovni, puis il tournait, puis il était lumineux. Je dis, où ça? Il était là exactement. Il était 21 heures. Je regardais par là. Mais quand tu regardes une carte du ciel, ce qui était là à cette heure-là, c'est la planète Vénus. Donc, obligatoirement, s'il y avait un ovni, il aurait dû voir la planète Vénus qui était très lumineuse, puis voir son ovni. Mais non, il a vu qu'un ovni. La planète Vénus s'est pas escamotée là, pendant qu'il voyait son ovni. Là. Donc, forcément, ce qu'il voyait, c'était la planète Vénus. Mais son attente, la façon, les conditions de l'observation, la luminosité, peu importe, éventuellement, il a créé une espèce de scénario, et c'est celui-là qui nous lie. Dans le fond, ça ressemble à un truc d'ovni, la planète Vénus. Oui, c'est ça. Si on regarde, c'est un point qui est très lumineux. Fait que là, ça faisait des zigzags. Non, la planète Vénus, ça ne zigzague pas dans le ciel. Mais notre œil, si tu fixes un point lumineux dans le ciel, tu auras l'impression à un moment donné qu'il peut sautiller et bouger. Mais ça, ce sont des phénomènes optiques qui sont liés à notre façon de regarder. Mais bref, c'est un peu ce que la science a démontré. Et il faut le dire, toutes les enquêtes qui ont été menées, parce que les gens disent « Ouais, mais les militaires nous cachent des choses. » Non, à travers le monde, il y a eu plein d'enquêtes qui ont été menées par des organismes étatiques qui étaient affiliés soit à des agences comme la NASA ou le Centre national de la recherche scientifique à Paris, en France, par exemple. Et toutes les enquêtes qui ont été menées par des organismes étatiques n'ont jamais trouvé la moindre preuve que les ovnis étaient des phénomènes de nature exotique. Donc, la preuve des extraterrestres. C'est pour ça que les amateurs ont toujours le beau jeu. On n'a pas de preuve, c'est parce qu'ils nous la cachent. Ah, OK. Fin de conversation. Ça s'arrête ici. Un peu le phénomène de la voyance ou des médiums, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on a tout cet univers-là très populaire et populiste, auquel les gens adhèrent et croient, puis c'est parfait. La science, évidemment, s'est penchée sur ces phénomènes-là. Et elle reste un peu mitigée, pour plusieurs raisons. D'abord, dans un premier temps, si on prend les médiums et les voyants, là, on frappe à la porte. Oui? Non, je pense que c'était... Ah, c'était... OK. Donc, si on prend les médiums, les voyants, tout ça, on se dit, bon, on a pris ces gens-là, on les a amenés dans des laboratoires. Et on a essayé de faire des tests avec eux, des tests critiques. Ils ont échoué. Et en fait, ils ne réussissent pas à produire en laboratoire dans des conditions contrôlées. Ils n'arrivent pas à produire des phénomènes qui soient plus convaincants que ce que pourrait faire, par exemple, un mentaliste. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un mentaliste, c'est un art qui est proche de la magie. Ce sont des gens qui utilisent des trucs, ils disent bien c'est des trucs, mais qui nous donnent vraiment l'impression qu'ils sont capables de lire dans notre esprit, puis bon, ils sont capables de parler avec des défunts, etc. Mais ils reconnaissent que ce sont des trucs. Donc, quand on voit ce que les, soit, entre guillemets, vrais médiums et voyants produisent dans des laboratoires, ils ne produisent rien qui soit plus convaincant que qu'est-ce que les mentalistes font. Encore une fois, principe de parcimonie. Pourquoi je devrais croire que Mme X a un don surnaturel, alors que Marcel, qui n'a pas de don du tout, ne fait qu'appliquer des trucs pour arriver au même résultat? Qu'est-ce qui me dit que finalement, Mme Machin elle n'utilise pas simplement les mêmes trucs, mais elle nous fait croire qu'elle a un don. Donc là, on a ce problème-là. On n'arrive pas à reproduire en laboratoire des performances qui soient vraiment convaincantes. On n'arrive pas à faire ça. En revanche, on a des éléments anecdotiques. Et les éléments anecdotiques, ce n'est pas scientifique, mais quand on les multiplie, ça devient une preuve statistique. Comme par exemple, il y a des services de police qui ont fait appel à des médiums. J'en raconte une histoire dans mes ouvrages, c'est une histoire dans laquelle j'ai été personnellement impliqué. 1984, on a 3 enfants qui disparaissent à Montréal.
C'est le 1er novembre 84. On a le premier qui disparaît il y a 4 ans, c'est Maurice Vien. On est dans le bas de la ville. À ce moment-là, il disparaît. Et un peu plus tard, dans la même journée, on a 2 jeunes garçons qui jouent ensemble, Sébastien Métivier et Wilton Lubin. Un a 12 ans, le plus vieux a 12 ans, ça c'est Lubin, et Métivier a 8 ans. Ils jouent ensemble. On est dans près du parc olympique, là, dans ce secteur-là. Donc, on a 3 jeunes enfants qui disparaissent à Montréal le même jour. Il n'y a pas la preuve qu'on est en présence d'un seul et même agresseur, mais c'est quand même étonnant que 3 enfants soient disparus le même jour. Donc, les policiers sont un peu sur les dents. Évidemment, c'était avant la période de les alertes Amber, mais quand même, les médias sont sur place, on couvre la nouvelle, ça fait la une des journaux, les 3 enfants ont disparu. Et donc, les policiers demandent à tous les gens de vérifier, par exemple, leurs dessous de galerie, les hangars, etc. Est-ce qu'on va retrouver des fameux enfants? Et puis, 2 jours après, on va retrouver sur l'autoroute 20, dans la région, tout près de la rivière Richelieu, Belleuil, dans ce secteur-là, on va retrouver le blouson du plus jeune des 3, donc de Maurice Vien. On retrouve son blouson sur le bas-côté de la route. Ça, c'est un peu agaçant pour la police parce que on a la preuve que Maurice Vien n'est plus à Montréal. On ne sait pas où sont Lubin et Métivier, mais on sait que Maurice Vien n'est probablement plus à Montréal. Donc, ce qui était une enquête de la police de Montréal devient une enquête de la Sûreté du Québec, parce que, bon, c'est élargi. Et on sait bien que l'autoroute 20, c'est la transcanadienne, donc elle va des provinces maritimes à la Colombie-Britannique. L'enfant peut être n'importe où, là. Donc, alors, évidemment, on organise des battues, on a des appels à la population, surveillez, si vous avez vu qu'il y a des trucs un peu louches, etc. Mais on n'a aucune description. On ne sait pas si l'agresseur a utilisé une voiture, une camionnette, était-il un, était-il plusieurs? On ignore ça. Et là, donc, on est 2 ou 3 jours après la disparition. Aucun des enfants, éventuellement, on va retrouver le corps de Wilton Lubin dans le fleuve Saint-Laurent, près des îles de Boucherville. Il a été étranglé, noyé aussi. Et Sébastien Métivier ne le retrouvera jamais. Encore aujourd'hui, en 2025, on n'a jamais retrouvé Sébastien Métivier. Mais bon, dans le cas de Maurice Vien, on comprend qu'à travers le Québec, il y a plein de petits groupements qui se mettent en place pour essayer de retrouver l'enfant disparu. Et à ce moment-là, comme c'est votre pain et votre beurre, la voyance, je vais la détailler un peu plus. À ce moment-là, il y a 2 hypnothérapeutes de la région de Beauport à Québec. À l'époque, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, on croyait, aujourd'hui ça a été complètement discrédité, mais on croyait dans le milieu de la parapsychologie, donc l'étude des phénomènes paranormaux, on croyait que l'hypnose pouvait aider des gens qui avaient des prétentions de voyance. On disait, bon, si on est un voyant, si on le place sous hypnose, on va multiplier ses facultés de voyance. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai, mais à l'époque, on y croyait. Et les frères Gagnon, les 2 hypnothérapeutes, eux aussi, ils croyaient à ça. Et 2 ans plus tôt, 1 an plus tôt, ils avaient participé à un autre événement assez étonnant. Il y avait une fillette qui était disparue dans le parc des Voltigeurs à Drummondville, Mélanie Decamp. Et donc, une fillette de 6 ou 7 ans qui disparaît. Et donc là, il y a évidemment tout le branle-bas de combat, on cherche l'enfant, etc., qu'on ne retrouve pas. Et au moment où toutes ces battues-là ont lieu, les frères Gagnon il y avait un individu qui disait qu'il avait des dons de voyance. On va l'appeler pour le besoin de notre conversation Monsieur X. Ce Monsieur X disait qu'il avait des dons de voyance. Alors, comme il y avait cet appel à la population d'essayer de retrouver Mélanie Decamp, les frères Gagnon se sont dit, ben voilà, Yvan Gagnon dit, on va placer M. X en état d'hypnose pour voir si ses capacités de voyance seront améliorées et s'il pourra déterminer où se trouve Mélanie Decamp. Ce qu'ils font. Et là, M. X leur raconte, il dit, bon, Mélanie Decamp, il dit, je vois, la fillette, elle est morte. Il annonce immédiatement qu'elle est décédée. Il lui dit, elle se trouve à peu près à 7 km du parc des Voltigeurs. Il n'y a pas vraiment eu agression sexuelle. Puis là, il raconte, il dit, j'ai l'impression il y a une espèce de confusion. Il dit, j'ai l'impression qu'elle a été enlevée par 2 individus, c'est-à-dire un homme, mais un jeune garçon également. Mais il dit, c'est drôle parce que je n'arrive pas à déterminer qui est le leader. Est-ce que c'est l'enfant qui lead ou est-ce que c'est l'adulte qui lead, qui est le meneur? Je n'arrive pas à déterminer. Bref, il raconte ça. Cette information-là, elle est acheminée à la Sûreté du Québec. Mais la Sûreté du Québec dit, bon, d'abord des histoires de voyants, on en a un peu soupé.
Et deuxièmement, puis on le comprend, hein, on ne peut pas mettre des forces policières sur l'affirmation d'un médium. Là, je veux dire, alors qu'on pourrait passer aux côtés de plein de choses. Puis éventuellement, si on passe aux côtés de plein de choses, la population va nous reprocher d'avoir mis trop d'efforts sur ce que le médium racontait et passer sur les preuves matérielles. T'sais. Donc, ils prennent poliment l'information. Mais là où ça cloche, c'est quand le médium annonce que l'enfant est probablement à 7 kilomètres à peu près du parc des Voltigeurs. Pour les policiers, c'est sûr que non. Pour eux, elle a été enlevée par quelqu'un, un résident autour du parc des Voltigeurs. Et elle est probablement, si elle n'est pas, elle est encore vivante, elle est probablement détenue dans une maison locale par un pédophile, un agresseur sexuel. C'est un peu la vision que la Sûreté du Québec a. Et éventuellement, quelques jours après, on va retrouver le corps de Mélanie Decamps. Elle est à 6,8 km du parc des Voltigeurs. Elle est décédée. Elle a été attachée avec un ruban adhésif fluorescent. Elle a été attachée à un arbre. Il n'y a pas vraiment eu d'agression sexuelle. Est-ce qu'il y a eu des attouchements? On ne le saura jamais puisqu'elle est décédée, mais il n'y a pas eu vraiment pénétration ou agression sexuelle importante. Elle est morte, et elle est morte de faim et de soif parce que la personne qui l'a enlevée, dénommée Derry, c'est un homme de 25 ans, mais il y avait des problèmes mentaux et il y avait la pensée d'un enfant de 10 ou 12 ans. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé Mélanie Decamps, il l'a amenée, il l'a attachée après l'arbre, et ensuite il s'est joint aux équipes de recherche. Il espérait devenir le héros, celui qui allait retrouver Mélanie Decamps. Mais il a été incapable de se rappeler où il l'avait attachée. Donc éventuellement, lorsqu'on a retrouvé le corps, ça faisait déjà 3 ou 4 jours qu'elle était attachée après l'arbre. Mais on comprend que les frères Gagnon, après coup, parce que Monsieur X raconte ça en amont, mais ce n'est qu'en aval, après coup, que tu peux vérifier la qualité de l'information. Et quand on regarde ça, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes. Ça n'aurait pas permis. L'information n'était pas suffisamment claire pour retrouver l'enfant, mais c'est quand même étonnant de voir que certains éléments ont été confirmés après par l'investigation policière. Donc, lorsque on avance dans le temps, on revient à notre histoire de 1984 avec nos enfants disparus. Lorsque tout le Québec est un peu sur la défensive, on essaie de retrouver ces enfants-là. Les frères Gagnon décident de recontacter M. X. Ils décident de refaire l'expérience, entre guillemets, Mélanie Decamps. Donc, ils contactent M. X. Et M. X, c'est un homme qui habite la Couronne-Nord, dans la région de Saint-Jérôme. Donc, ils disent, on va aller te voir, puis on va essayer de mettre en état d'hypnose, puis voir ce que ça peut donner. Donc, il se rend chez M. X, le place en état d'hypnose, et puis là, après quelques minutes de conversation, M. X dit qu'il n'a pas d'informations pour Wilton Lubin, qu'on n'a pas encore découvert à ce moment-là, ni sur Sébastien Métivier, mais il a une vision assez claire de Maurice Vien. Alors là, il va commencer à donner des informations. Il dit, bon, ben voilà, il est mort. Il annonce tout de suite qu'il est décédé. Il dit, je le vois, il le décrit, il dit, il est couché, il est à moitié nu. Je vais passer un peu les détails sordides, mais il donne beaucoup de détails assez sordides sur la façon dont l'enfant a été agressé et tué. Et il dit, c'est curieux parce qu'il est dans une espèce de cabane abandonnée, une maison abandonnée, puis il dit, je vois le corps qui est placé comme dans un trou. Il est sur le plancher, mais il y a un trou dans le plancher, puis il est comme dans le trou du plancher. Ça peut paraître un peu étrange, mais bon, c'est ce qu'il raconte. Mais il est incapable de localiser exactement l'endroit. Finalement, il peut raconter n'importe quoi. Mais il dit quand même aux frères Gagnon, en fait, à ce moment-là, il y a un des frères Gagnon qui est sur place, il y a un policier, ça va les aider d'ailleurs, un policier qui est en congé, qui fait pas partie il n'est pas mandaté par la police pour participer à l'enquête. Il a accepté bénévolement, c'est un type qui s'appelle Stephen Lynch, donc un policier en congé qui a accepté d'accompagner Gagnon dans la recherche de l'enfant, et la petite amie de Gagnon qui les accompagne. Donc, M. X leur dit, bon, ben écoutez, vous allez remonter dans votre voiture, vous allez vous diriger à l'endroit où on a retrouvé le blouson de Maurice Vien, dans la région de Belleuil. Puis une fois que vous serez sur place, vous me téléphonez. Ces gens-là se rendent sur place. C'était une époque où on n'avait pas encore de téléphone portable, donc ils trouvent une cabine téléphonique, appellent. Et là, M. X leur dit, bon, j'ai bien réfléchi à ça, là. Et il dit, vous allez prendre la direction du nord. Puis là, il dit, il y a une route qui longe la rivière Richelieu. Vous allez vous diriger vers Saint-Antoine sur le Richelieu, dans ces coins-là. Puis là, il dit, il donne des détails d'ordre géographique. Il va y avoir une voie ferrée, une série d'arbres, un ponceau blanc, une boîte à mal rouge. Donc, une sorte d'informations comme ça. Puis, à un moment donné, vous allez arriver sur une route qui s'enfonce à travers des boisés. Et cette route-là, vous allez la suivre. Puis, à un moment donné, vous allez voir une cabane abandonnée. Ben, c'est là qu'il se trouve Maurice Vien.
Eux remontent dans leur voiture, sans grande conviction, montent vers Saint-Antoine-sur-Richelieu. Et là, finalement, ils se mettent à voir défiler ces fameux éléments d'ordre géographique. Ouais, la petite cabane, le ponceau blanc, la boîte à mal rouge. Et là, ils arrivent sur une route. C'est la route de Monseigneur-Gravel, qui s'enfonce à travers le boisé. Ils décident de tourner sur Monseigneur-Gravel. Ils vont rouler sur une distance d'à peu près 3 ou 4 kilomètres. Et là, ils vont voir à leur gauche une cabane abandonnée, juste à l'orée de la forêt. Et il s'arrête. Lorsqu'il s'approche de la maison, évidemment, il y a les herbes, on voit que la nature a repris, c'est abandonné depuis longtemps, là. Elle est à moitié dissimulée derrière des branchailles, des branchages, des buissons, tout le reste. Donc, il s'approche. Les fenêtres ont été placardées, hein. Il y a des panneaux de bois sur les fenêtres. Mais Gagnon approche, puis là, ben, finalement, il force un panneau de bois, il l'arrache. Et là, avec une lampe torche, il éclaire l'intérieur de la cabane. La première chose qu'il voit, c'est le trou dans le plancher, le corps de Maurice Vien qui est là. Donc là, évidemment, il est comme l'avait décrit M. X. Donc, il va téléphoner à la Sûreté du Québec, les policiers vont se rendre sur place. Heureusement, Stephen Lynch les accompagne, donc lui-même un policier de la Sûreté du Québec. Il parle le même langage. Et là, quand les policiers disent « Oui, mais pourquoi être venu ici? On est à 40 km de l'endroit où on a retrouvé le blouson, puis l'enfant peut être partout à travers le Québec, puis vous venez dans cette cabane-là précisément. » C'est quand même curieux. Et là, eux de répondre, ben oui, c'est un médium qui nous a dit de venir ici. Fait que tu comprends qu'on les a amenés, eux ont été amenés au poste de police pour faire une déposition à la Sûreté du Québec ici à Montréal. Ils ont fait leur déposition, raconté leur histoire. Et à ce moment-là, imaginez-vous la surprise, hein, sur le bulletin de 18 heures, Pierre Bruno à TVA qui annonce « Oui, on a retrouvé Maurice Vien, apparemment sur les déclarations d'un médium. » Monsieur X, chez lui, à Saint-Jérôme, quand il voit ça à la télé, il a bien compris que le médium dont on parle, c'est lui. Donc, c'est lui-même qui va finalement... Parce que pour les policiers, il est clair à ce moment-là que la seule personne qui peut savoir comment Maurice Vien a été tué et où peut se trouver Maurice Vien, c'est l'assassin lui-même. Alors, Monsieur X sait pertinemment que s'il ne prend pas les devants, les policiers vont frapper rapidement à sa porte. Oui. Donc, il prend les devants, contacte la Sûreté du Québec, il se présente, c'est moi qui ai guidé ces gens-là. Le lendemain, les policiers vont le rencontrer. Et là, je vais vous raconter quelque chose qui n'est pas raconté nulle part. Les policiers, très rapidement, en discutant avec M. X, se rendent compte qu'il n'est pas impliqué dans l'affaire de l'enlèvement de Maurice Vien. C'est sûr qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Mais les policiers sont assez impressionnés pour demander à M. X de les accompagner sur la scène de crime. Donc, ils vont le faire monter dans leur voiture, vont l'amener à Saint-Antoine-sur-Richelieu, ils vont se rendre à la petite cabane en question. Et M. X va d'ailleurs refuser d'aller dans la cabane. Donc, il va rester... parce que lui-même a des enfants à peu près de cet âge-là, puis il dit que ça le trouble beaucoup. Mais le temps qu'ils vont être sur place, il ne donne pas d'informations supplémentaires qui permettraient de faire avancer l'enquête. Donc, cette histoire-là va rester un peu dans un statu quo à ce niveau-là. Éventuellement, les policiers vont arrêter un homme, un suspect pédophile, pour une autre histoire, disons-le tout de suite. Et en prison, les policiers vont acquérir la certitude que c'est lui qui est l'assassin de Maurice Vien. Il ne sera jamais accusé parce qu'il va décéder en prison, mais les policiers, après l'avoir interrogé, sont persuadés qu'il détenait, qu'il avait mis la main sur l'assassin de Maurice Vien. Mais l'enquête, les informations transmises par M. X n'ont pas permis d'identifier le responsable, n'ont pas permis de retrouver Sébastien Métivier. Mais après coup, quand on regarde l'information, c'est sûr qu'on peut se dire, ben, ça peut être un hasard, tu sais, il a donné de l'information, puis ils ont trouvé le corps à cette manière-là. Si on veut jouer la carte du scepticisme au maximum, on peut se dire, bon, quelles étaient les chances qu'il trouve l'endroit? Une chance sur 10 millions, une chance sur 14 millions. Mais gagner à la 6,49, il y a une chance sur 14 millions. Et pourtant, de temps en temps, il y a bien quelqu'un qui gagne à la loterie. Donc, ça pourrait être ça. Ouais, il pourrait avoir gagné à la loterie du hasard. Bon. Mais évidemment, ça paraît toujours un peu tiré par les cheveux. Donc, ici, on est en présence d'une histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une histoire avec des documents, parce que, bon, on a le compte-rendu de ce que les frères Gagnon, ce qu'ils ont raconté aux policiers, on a les comptes-rendus de ça. Moi, je connais personnellement tous les intervenants qui ont été impliqués dans cette histoire-là. Encore aujourd'hui, j'ai un lien d'amitié très proche avec M. X. Il a accepté à 2 ou 3 reprises de participer à certaines de mes émissions de radio pour raconter cette histoire-là. Mais... et c'est la seule fois qu'il l'a fait. C'est un peu ça, la grande problématique de la science, c'est OK, il faut que ce soit reproduisible. Il l'a fait là. Je sais, lorsqu'il y a eu la disparition de Cédrica Provencher,
Les parents, M. Surprenant, je crois qu'il était le père de Cédrica Provencher ou quelque chose comme ça, m'a appelé puis m'a demandé, est-ce que tu peux me mettre en contact avec M. X? Ce que j'ai accepté de faire. Mais M. X n'a pas, d'ailleurs, il veut pas faire ça, c'est pas son métier. Lui, il n'a pas fait, pas fait de carrière avec ça. Là. Il vend des voitures, lui. C'est un vendeur de voitures. T'sais. Mais il est connu comme, si tu perds tes clés, demande-le à lui, il est trop bon pour trouver tes clés. Il est connu quand même dans son milieu pour ça. Puis il a fait des placements financiers sur la foi de vision qu'il y a eu, des placements qui ont bien rapporté. Okay. Mais c'est pas son métier, ça, de faire de la voyance. Là, c'est pour ça qu'il n'est pas connu, puis il veut pas que son nom ne circule nulle part. Donc, je mets ces gens-là en contact. Monsieur X, je ne sais même pas s'il s'est rendu à Trois-Rivières là, pour l'affaire Cédrica Provencher, mais je sais qu'il y a eu des discussions qui ont été faites, mais il n'a pas apporté d'informations qui auraient permis de cibler ou de trouver quoi que ce soit, ni les restes de Cédrica Provencher, ni non plus de pointer vers un suspect en particulier. Mais bon, c'est un peu cette problématique de l'anecdote. On a une histoire qui est extraordinaire, mais qu'on arrive difficilement à reproduire, et surtout quand on essaie d'amener ça dans le laboratoire, ça ne fonctionne jamais. C'est toujours ça. Alors là, évidemment, si on essaie, moi comme journaliste, j'essaie d'être magnanime. Quand on demande aux laborantins pourquoi ça ne marche pas dans le laboratoire, là, on voit qu'il y a comme deux écoles de pensée. Il y a l'école très sceptique qui dit, ben ouais, ça marche quand ils sont dehors, mais ça ne marche pas dans le laboratoire parce que quand tu es dehors, c'est plus facile de tromper les gens. Il y a tout un groupe de gens qui parlent, puis le type est là, puis il écoute à gauche, puis à droite, puis là, il sort une information, puis tu as l'impression que c'est nouveau et qualitatif, mais il l'a entendu de la bouche d'un autre policier, etc. Donc, c'est plus facile de tromper. Donc, c'est pourquoi ça ne marche pas dans le laboratoire et que ça marche à l'extérieur, parce que dehors, on peut tromper plus aisément les gens. Et puis, tu as une autre école qui est plus modérée, qui dit, attends une minute, là. On travaille ici avec du matériel humain. Là. On n'est pas dans une expérience de chimie ou une expérience de mathématiques. 1 plus 1 va toujours donner 2, hein, la mathématique. Mais ici, on travaille avec des humains. Et on ne peut pas reproduire une expérience humaine. Même, on ne pourrait pas dire à un joueur de hockey, ben lui, là, dès qu'il va aller sur la glace, il va compter un but. C'est pas parce qu'il a fait 3 parties où il n'a pas compté de but que ça ne veut pas dire qu'il est pas capable d'en compter des buts. Mais les circonstances font qu'il a compté un but ou il a compté 4 buts dans une partie, puis après ça, il a été 5 parties où il n'a pas compté de but. Même chose avec un joueur de baseball. On ne peut pas croire qu'à chaque fois que le joueur de baseball arrive au bâton, il va frapper un coup de circuit. Mais des fois, et là, on pourrait se dire, ouais, comme il ne le fait pas tous les coups, c'est que ça ne marche pas. Non, de temps en temps, ça fonctionne. Donc, il y a des situations qui sont tellement aléatoires que ça devient difficile de comprendre comment ça se produit. Et là, quand on parle de l'humain, du matériel humain, on le sait tous, on est tributaire de nos propres sentiments. Si on travaille, je donne l'exemple, si on travaille dans une entreprise, on a un travail très routinier. On fait de la comptabilité, bon, c'est routinier, on fait ça depuis 10 ans. Là. Mais il suffit que le patron soit au-dessus de notre épaule, puis là, on va multiplier des erreurs, puis on ne comprend pas, mais pourquoi? D'habitude, je fais ce travail-là de manière extraordinaire, haut la main, et là, soudainement, en moins de 20 minutes, j'ai fait 4 erreurs parce que le patron est au-dessus de mon épaule. On le voit, on est tributaire de nos émotions. Et là, il suffit de créer un stress et que ça ne fonctionne pas. Donc, il y a une école de pensée qui dit, sans dire oui, tous les médiums, c'est vrai, il y a une école de pensée plus modérée qui dit peut-être que la charge émotive va contribuer à ce que le phénomène se produise. Dans le laboratoire, avec 3-4 électrodes dans le front, puis un laborantin qui tape du pied, puis on demande au médium de performer, on vient de créer une situation qui n'est pas propice à l'apparition à la manifestation de quelque chose. Mais si le même médium se trouve à l'extérieur, c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est plus facile de tromper les gens, mais peut-être aussi qu'à l'extérieur, quand il se trouve, par exemple, sur une scène de crime, avec les policiers, il y a des vêtements qui appartenaient à la victime, il a côtoyé les parents qui sont là, qui sont dévastés, il y a une charge émotive qui est très différente. Et peut-être que cette charge émotive est l'un des éléments clés qui fait que la voyance va se produire à ce moment-là. On ne le sait pas parce qu'on comprend que dans le laboratoire, la charge émotive, on n'est pas capable de l'amener. Donc, il faut rester un peu ouvert à ça. Et moi, c'est pourquoi je n'ai pas une vision très tranchée. Je sais qu'il y a tous ces charlatans qu'on croise au salon de l'ésotérisme, mais je ne ferme pas la porte à la possibilité que dans des cas très précis, rarissimes quand même, des gens réussissent à avoir cette habilité à voir des choses qui nous échappent. Ce que je ne crois pas, par exemple, c'est que les gens puissent le faire à volonté.
Parce que si on pouvait le faire à volonté, moi je dis souvent, si les voyants pouvaient, tu sais, on sait, si les gens peuvent vraiment communiquer avec les défunts à volonté, bon, on mettrait la clé dans la porte des services de police, parce que 9 personnes sur 10 est assassiné par un proche qu'elle connaît. Donc, au lieu de communiquer avec mon grand-père ou ma grand-mère qui ont strictement rien à te dire, contacte donc la défunte puis demande-lui qui l'a assassiné. Et 9 fois sur 10, elle va pouvoir te nommer qui a été son assassin. Donc, merci, bonsoir, on va vite régler toutes sortes d'enquêtes policières. Mais ça ne se produit pas. Non, de façon populaire, le médium a envie de parler avec ma grand-mère, puis ma grand-mère qui dit « Ah, je suis donc fier de toi, mon petit-fils. » Ah, ben merci. Mais ça ne donne à rien et ça n'a pas de valeur. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu conscient de ces éléments-là, des limites entre la science, ce qu'elle peut faire, puis la culture populaire, ce qu'elle entretient. C'est pas mal d'adhérer à la culture populaire. Il ne faut pas confondre que la culture populaire n'est pas la science et la science n'est pas la culture populaire. Donc, comme une espèce de limite. Puis dans d'autres cas, hein, si on regarde de manière plus élargie, durant les années 70, moi je me rappelle quand j'étais adolescent, on parlait de ça, on nous disait les services secrets américains utiliseraient des médiums pour faire de l'espionnage. Mais oui, les médiums faire de l'espionnage, de la foutaise, ça. Et puis finalement, en 1995, aux États-Unis, le département de la Défense ont rendu public un projet qu'ils appelaient le projet Stargate. Et on découvre que finalement, c'était tout à fait vrai. Donc, des années 70 jusqu'à 1995, le département de la Défense avait créé une unité spéciale qui était composée de sensitifs. Parce que quand on parle de ces sujets-là, un sensitif, c'est une personne qui a des habiletés, là, alors qu'un médium communique avec les défunts. On a tendance souvent à utiliser les mots de manière un peu n'importe comment, là, mais gardons, les médiums communiquent avec les morts, les sensitifs ont des facultés extraordinaires. Donc, on a créé une unité de sensitifs. Et là, ces gens-là faisaient de l'espionnage. On lui donnait une photographie, puis on disait, qu'est-ce que tu vois cette photo-là? Une base de missiles ici, je vois ça là, mais toutes sortes de trucs extraordinaires. Mais évidemment, nous, le public, on n'était pas au courant de ça. Ce n'est qu'en 1995, quand le projet Stargate a été terminé et que le département de la Défense a rendu public les dossiers, on découvre qu'ils avaient cette espèce d'unité qui a perduré pendant une vingtaine d'années, qui était composée Au départ, on avait 200 voyants, puis à la toute fin, on en avait seulement une vingtaine, les meilleurs. On avait gardé la crème de la crème. Et pendant des années, ces gens-là ont fourni de l'information, dans certains cas, de l'information très qualitative. Hein. On a appris, par exemple, à travers les documents de Stargate, qu'il y avait eu un militaire américain, le général Dozier, qui avait été enlevé en Italie par les Brigades Rouges, un groupe terroriste. Et éventuellement, les carabinieri ont été informés de l'endroit où on détenait le Dozier. Donc, ils sont intervenus, puis ils ont libéré Dozier. Mais on a appris que c'était de l'information qui venait des voyants de Stargate. Eux s'étaient concentrés sur une photo du général Dozier, des photos de Rome, puis on dit, il se trouve à cet endroit-là. En fait, c'était Avalanche, je crois qu'il se trouvait, mais bref, ils ont donné l'information qui a permis à la police d'intervenir et de libérer le général Dozier. Et ensuite de ça, on sait qu'ils ont décrit des bases de missiles. Et à ce moment-là, on ne le savait pas. Là. Ils disaient, il y avait simplement une carte géographique entre les mains sur lesquelles il n'apparaissait rien. Ils disaient, à cet endroit-là, nous, on voit une base de missiles, on voit une base de fabrication de sous-marins. Donc, éventuellement, on a envoyé des avions espions ou des satellites espions qui ont photographié la zone, qui ont révélé effectivement des usines, des bases. Donc, ils ont fait 25 000 essais. Là. Quand on regarde Stargate, là, ils ont fait 25 000 essais. C'est pas 3 essais avec un gars avec des bottes de caoutchouc à Quaticook dans un sous-sol. Là. C'est 25 000 essais dans des chambres qui étaient isolées, qui se trouvaient à Fort Meade, hein, qui est tout près qui est en Virginie. Et ces gens-là ont réussi à faire des performances extraordinaires. Mais en 1995, le projet a été abandonné. Alors là, les sceptiques auraient le beau jeu en disant si ça marchait, on aurait continué. Non. Parce qu'on est ici en présence d'un facteur humain. Les médiums ou les voyants, les sensitifs de Stargate étaient très en dents de scie. Il y a des journées qui étaient très bons, mais il y a des journées qui étaient très mauvais. Et on ne peut pas monter une opération militaire en se croisant les doigts. OK, on va-tu envoyer une troupe à envahir, par exemple, tel ou tel endroit, en se croisant les doigts, parce que ça, c'est de l'information que nos voyants nous ont dit le mardi matin. Mais peut-être que mardi matin, il n'était pas bon, mon voyant. Donc, je ne peux pas faire ça. En 1995, quand Stargate ont rendu public le rapport, on avait clairement une preuve statistique que ça fonctionnait, qu'il y avait quelque chose qui se produisait qu'on ne peut pas expliquer. Non, c'est pas le hasard. Il y a quelque chose qui s'est produit.
Et le département de la Défense dit, ben voilà, il y a visiblement, sur le plan statistique, il y a quelque chose qui se passe. Mais comme c'est trop incertain, sur le plan stratégique, ça n'a pas vraiment de valeur. On ne peut pas utiliser ça pour mener une opération militaire. En revanche, les éléments de Stargate montrent qu'il y a bel et bien quelque chose qui se passe. Donc, maintenant, ça appartient à la science de se pencher sur ce type de phénomène et essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, j'avoue, en 1995, quand j'ai eu entre les mains les documents du projet Stargate, j'étais convaincu qu'on assistait à un moment charnière, parce que ces documents-là sont très convaincants. Et là, j'ai même rencontré un des voyants de Stargate, un type qui s'appelle Joseph McMoneagle, qui a essayé de me montrer. La faculté qu'ils utilisent, ils appellent ça, eux, le remote viewing, la vision à distance. Donc, tu te concentres, c'est un peu comme si tu envoyais ton esprit dans le lieu, puis tu le laisses vagabonder. Ben, j'ai pas été capable de découvrir qu'il y avait une borne fontaine au coin de la rue, puis j'ai eu un ticket. Mais bon, néanmoins, c'était quand même amusant. Et j'étais persuadé qu'on assistait à un moment charnière, là, que quelque chose se passerait. Mais malheureusement, ça arrive dans un mauvais moment. On est au milieu des années 90. La plupart des universités qui avaient des laboratoires en recherche en parapsychologie ou qui étaient associés à des départements de recherche en parapsychologie fermaient leurs portes les unes derrière les autres à cause de coupures budgétaires, pour mille et une raisons. Puis en même temps, le paranormal a un peu mauvaise presse. Fait qu'un scientifique qui dit, ben moi, je m'intéresse à la clairvoyance. Oh mon Dieu, tu sais, je veux dire, je peux t'assurer que tu n'auras pas une charge de cours l'année prochaine. Tu sais, donc, il y a un peu cet aspect-là, ça a mauvaise presse. Aujourd'hui, un peu moins. Je pense que quand on parle de la parapsychologie, aujourd'hui, il y a encore des associations de recherche en parapsychologie qui ont pignon sur rue, qui sont respectées dans le monde académique. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui demeurent un peu marginaux par rapport à une science bien pensante. Pourquoi? Parce que tout le spéculatif repose sur ou des statistiques ou des anecdotes. Or, la science n'aime pas trop les anecdotes. Quant aux statistiques, c'est assez amusant parce que dans le terme de statistique, on sait que la science accepte des données statistiques pour d'autres disciplines. Par exemple, si vous comparez comparez un médicament avec un placebo, c'est la statistique qui va faire la différence. Hein. Si on donne le médicament à M. X, puis on donne le placebo à M. Y, puis là, on voit qu'il y a une meilleure... M. X sent plus d'effets bienveillants, ben, il va dire, ben, le médicament fonctionne. Hein. Bon, c'est essentiellement sur le plan de la statistique. Et dans d'autres domaines également, l'astronomie, l'astrophysique, par exemple, il y a des choses qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas mesurer. Les astrophysiciens nous disent qu'il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. On les a pas comptées. On comprend que c'est sur le plan de la statistique, c'est une petite portion de la galaxie, mais on extrapole. On comprend ça. Mais dans le domaine du paranormal, la statistique, ça ne fonctionne pas. Puis la raison à ça, pas parce que ça a moins de force. Il faut bien être conscient que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, hein, puis on a tous des préjugés. Et le paranormal flirte avec le religieux. Puis ça, la science et le religieux, on n'aime pas ça. La science et le religieux n'aiment pas ça. Parce que, de vous à moi, entre le thaumaturge qui dit que lui, il est guidé par Dieu puis qui guérit des malades, ou le preacher dans sa petite tente qui guérit des malades, sort de sa case Satan, puis tu vas être guéri. Et de l'autre côté, vous avez le guérisseur qui, lui, dit qu'il y a des dons puis que c'est de l'énergie puis il guérit des gens. C'est quoi la différence? C'est exactement la même chose. C'est que l'un dit que son pouvoir vient de Dieu, puis l'autre dit que c'est de l'énergie. Mais dans le fond, ils font exactement la même chose. Quelqu'un dit, moi, je vois des revenants, je vois des défunts, je vois des fantômes, je vois des morts partout. Et l'autre qui dit qu'il voit la Sainte Vierge. C'est quoi la différence? C'est une vision, c'est une vision. Un dit que c'est la Sainte Vierge, l'autre dit que c'est des morts. Bon, donc, on voit que la frontière entre les deux, elle est très, 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 très proche. Hein? C'est très, très flou, cette séparation-là. Et comme le paranormal ressemble, par certains aspects, beaucoup au religieux, et que la science n'aime pas le religieux, elle demande plus. Elle va demander plus en termes statistiques à de la parapsychologie qu'à l'acceptation d'un médicament ou des effets bienfaiteurs d'un médicament. Puis ça, justement, à cause qu'il y a cette frontière un peu floue entre le paranormal et le religieux. Mais bon. Mais il faut supposer qu'éventuellement, on arrivera à des éléments... mais déjà, il y a une grosse ouverture d'esprit quand même, entre les années 70 et aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait, notamment en parapsychologie.
En même temps, c'est un milieu aussi qui a été très éclaboussé par toutes sortes d'éléments, hein. Il y a eu tellement de charlatanisme, puis des gens qui tiraient des conclusions. Puis moi, je dirais, une des pires choses qui est arrivée, je pense que à la fin des années 90, on était plutôt sur une bonne voie. Je reste un peu optimiste, mais c'est vrai qu'à la fin des années 90, je pense qu'on était sur une bonne voie. Il y avait eu le projet Stargate qui avait été publié. Déjà, il y a une espèce de prise de conscience. Et là arrive, à mon avis, la plus grosse catastrophe qui a frappé l'univers du paranormal depuis les 25 dernières années, les chasseurs de fantômes. Ça, les chasseurs de fantômes, c'est une plaie. Parce qu'ils ont tout est ridiculisé dans C'est cette l'émission, histoire. ça. Ben, les chasseurs de... Peu importe. Il y avait une émission, Ouais, il y avait c'était- l'émission des chasseurs de fantômes ou les chasseurs de Ça avait fantômes en été éjecté, donc général. t'avais peur, oui. Ça, malheureusement, c'est venu briser le peu de crédibilité que la parapsychologie avait réussi à développer au cours des 25-30 dernières années. L'émission Antille. Là, voilà, bang, tout ça tombe. Mais Antise, c'est moins pire parce que Antise, souvent, c'est des témoignages. Les témoignages, on n'a pas prise là-dessus. Tu sais, madame raconte, je vis dans une maison, puis j'ai été poussé par un fantôme, puis les portes... Bon, elle nous raconte ça. Est-ce que ça s'est réellement produit comme ça, ou est-ce qu'elle en rajoute un peu? Bon. Puis ensuite de ça, c'est les médias, c'est la télévision. On peut toujours mettre un peu de fumée parce qu'on fait du divertissement. Même, Mais- tu sais, les médiums voyants, dans le temps, c'était comme je vais lire tout ton avenir, puis je peux parler à n'importe quel défunt. Mais tu sais, mettons, là, ça évolue. Tu sais, moi, perso, je fais ça, mais tu sais, je dis pas aux gens, oh, je vais pouvoir tout savoir sur toi. Tu sais, je ressens, je dis qu'est-ce que je ressens, mais je garantis pas que ça va être à 100% exact, puis que je vais tout savoir sur toi. T'sais. Fait que, tu sais, je pense que ça va évoluer à ce niveau-là. Je suis pas, mettons, là, avec ma boule de cristal, puis... Ouais. Mais c'est ça, les chasseurs de fantômes, c'est parce que, tu sais, ils entretiennent une vision du, tu sais, parce que le problème, c'est qu'ils s'habillent du manteau de la science, et c'est ça qui est dangereux. Tu sais, je veux dire que tant qu'on a Madame Irma avec son turban puis sa boule de cristal, elle ne s'habille pas du manteau de la science, puis elle ne tient pas un discours scientifique. Et là, tout d'un coup, arrivent les chasseurs de fantômes, ils ont un appareillage, une quincaillerie. Et pour le public en général, qui utilise des appareils, c'est des scientifiques, c'est des médecins, des savants utilisent des appareils. Donc, quand eux arrivent, puis là, souvent avec un discours très scientifique, là, on a des caméras infrarouges, thermales, une vision nocturne. Ben, mon Dieu, tabarnouche, on a quasiment l'impression que c'est un grand laboratoire. Puis là, on a des codeux, avec des grands mots, des détecteurs de champs électromagnétiques, des systèmes à basse fréquence. Et, mon Dieu, c'est des savants, ça. Mais c'est de la foutaise, de la pire affaire, là. Dans le fond, des variations du champ électromagnétique. On en a partout. Au milieu d'un champ, vous allez avoir des variations du champ électromagnétique. Fait que ton K2, là, chez toi, là, qui s'allume, là, c'est parce que tu crois que tu es d'une maison hantée avec les fantômes, mais allume-les dans ta salle de bain, puis il va faire exactement la même chose. Mais c'est d'une absurdité totale. Qui plus est, dans le discours scientifique, l'utilisation d'appareils doivent nous apporter une information qualitative. Sinon, ça ne sert à rien. J'utilise un appareil, puis qui me donne... C'est la première question, je me dis, OK, je veux savoir si des fantômes existent. Est-ce que les fantômes existent et de quoi sont faits les fantômes? Ben, un K2 qui se met à clignoter, il me dit quoi? Il me dit qu'il y a une variation du champ magnétique. Oui, ça me donne-tu de l'information sur les fantômes existent-ils et quelle est la nature des fantômes? Pas du tout. Et là, ensuite de ça, tu tiens ça d'où que les fantômes créent des variations dans le champ électromagnétique. Tu as pris ça dans les airs. C'est une espèce de mode. Puis là, bien évidemment, les gens également, ils tournent dans l'obscurité. Pourquoi tourner dans l'obscurité? Les fantômes n'ont pas de corps. Qu'est-ce qui ça les sac de se manifester à 2 heures l'après-midi plutôt qu'à 3 heures du matin? C'est complètement... C'est fou raide, ça. Là, je dis, tu sais, pensez-y un peu. C'est qu'on sait tous que dans le noir, on se fait des accroire. C'est plus facile de croire qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'obscurité que si tu as plein de lumière. Et quand j'ai posé la question aux chasseurs de fantômes, c'était de me faire dire, oui, mais la nuit, il y a moins de bruit, les voitures qui circulent dans la rue. Puis, OK, mais qu'est-ce qui t'empêche à 4 heures du matin d'allumer toutes les lumières? Pourquoi vous ne faites pas ça? Parce que les fantômes ont peur de la lumière. C'est d'une absurdité. Ce discours-là, il est fantaisiste. Mais malheureusement, il donne l'impression aux gens qui regardent qu'ils sont en présence de scientifiques qui s'habillent. Hein. Là, moi, c'est un peu méchant, mais je dis, vous savez, là, c'est pas parce qu'ils utilisent des appareils que ça fait qu'ils sont intelligents ou si le discours qu'ils tiennent est brillant. Tu as beau donner une calculatrice à un chimpanzé, tu n'en feras jamais un mathématicien. Puis il aura pourtant un instrument entre les mains. C'est pas parce que je me mets un crayon sur l'oreille que je suis devenu architecte, moi, là. C'est un peu ça.
Et ça a été malheureusement l'avènement des chasseurs de fantômes ont contribué à hypothéquer le peu de sérieux que la parapsychologie avait gagné au cours des dernières années. Mais tantôt, vous parliez, mettons, d'un moment charnière. Là, vous pensiez qu'il allait avoir un moment charnière. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, que ça allait évoluer? Oui, que le monde scientifique allait dire, bon, OK, maintenant qu'on a Stargate, on ne peut plus revenir en arrière. On a Stargate. Stargate montre de manière statistique, de manière indéniable, qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, avant de dire, bon, on n'est pas prêt à conclure que c'est surnaturel, mais tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas expliqué ce qui s'est passé dans Stargate, on ne peut pas prétendre que ça n'existe pas. C'est assez amusant parce que quand le projet Stargate a été publié en 1995, le département de la Défense a fait preuve d'un certain magnanimé. Il a donné tous les documents de Stargate, les a donnés à 2 scientifiques reconnus et réputés. Il y avait Jessica Hutz, qui était professeure de statistique à l'Université de Californie, qui, elle, était plutôt favorable à l'existence de phénomènes paranormaux. Et ils ont donné une autre partie des documents au Dr. Hyman, qui, lui, est professeur émérite de l'université, je crois, de Portland ou quelque chose comme ça, qui, lui, est membre de l'Association sceptique américaine. Là. Lui, rien de ça est vrai. Et donc, Hyman et Hutz ont regardé les documents. Et ce qui est intéressant, c'est que Hutz et Hyman, donc la croyante et le sceptique, sont arrivés tous les deux à la conclusion qu'il y avait là des anomalies qu'on ne pouvait pas expliquer en termes de hasard. Donc, les deux s'entendent là-dessus. Jessica Hutz, qui, comme elle croit à la paranormal, bien évidemment, elle dit probablement que ces anomalies sont le fruit d'une perception extrasensorielle. Alors que le professeur Hyman lui dit « Je pense qu'il y a peut-être eu une erreur sur la façon dont les militaires ont collecté l'information. Je pense que c'est une erreur dans la collecte des informations qui crée cette espèce d'artefact qui donne l'impression qu'on est en présence d'une anomalie statistique. » Il a peut-être raison. Mais là encore, faut-il le démontrer. Mais au départ, on s'entend que tous les deux reconnaissent que Stargate ne s'explique pas en termes de hasard. Donc, si Jessica Hutz dit que c'est une manifestation du paranormal, bien, c'est à elle à essayer de le démontrer ou à peaufiner des expériences qui permettraient de le démontrer. Puis si Hyman dit que c'est une erreur dans la collecte des données, bien, faut-il encore qu'il nous montre à quel endroit que cette erreur-là s'est produite pour éviter de la reproduire et continuer de perpétuer ce sentiment qu'il y a quelque chose d'anormal. Mais Stargate était, à mon avis, un moment charnière pour faire cet exercice-là et on ne l'a pas fait. Donc, on est retombé un peu dans rien. Puis c'est à peu près à la même époque qu'arrivent les fameux chasseurs de fantômes. Là, on comprend que la communauté scientifique s'est reculée par rapport à ça. Ça, pour moi, c'était une plaie. Là, et on a rarement vu quelque chose d'aussi épouvantable que ça. Puis là, ben, en même temps, il y a la télévision aussi qui a beaucoup changé. On a vu apparaître on a vu être diffusé dans des réseaux de télévision des trucs qu'on n'aurait pas vus il y a quelques années. Je donne l'exemple. Moi, quand j'étais gamin, on écoutait quelque chose à Discovery, puis on allait dans le cours d'école, puis on pouvait dire que moi me coupais à la main si c'est pas vrai. Là. Ça a été diffusé à Discovery. Si c'était diffusé à Discovery, là, ça c'était vrai, c'est sûr. Okay. Il y avait toute une équipe qui avait travaillé là-dessus, puis c'est sûr que c'était vrai. Aujourd'hui, Discovery nous montre du grand n'importe quoi. Là. Vous allumez Discovery, puis il y a des émissions sur le mont du Loch Ness, les fantômes, n'importe quoi. J'ai vu des trucs tout à fait aberrants. Puis, il y a quelques années, ils ont diffusé un documentaire disant qu'on avait découvert une sirène. Puis là, on avait des scientifiques qui parlaient, oui, on a trouvé le corps de la sirène. C'était un faux documentaire. Tout était faux. Hein? C'était pas des vrais scientifiques. C'était, bon. Mais c'est un faux documentaire pour le divertissement. Mais ça, là, on l'apprend seulement à la toute fin de l'émission. Toi, tu regardes ça. Ils disent à la fin. Là, tu regardes ça, puis là, tu vois le docteur, machin truc, association de recherche marine, puis tout ça, là, tout à fait vrai. Là. Et là, à la toute fin, là, quand l'émission est finie, là, il y a un petit bandeau. Là, l'émission que vous avez vue est une fiction. Le problème, c'est que la plupart des gens ne lisent pas. Quand on arrive au générique, on est déjà parti. Et ensuite de ça, dans beaucoup de cas, il y a une espèce d'auto-promo de l'émission qui vient. Donc, dès que le générique arrive, c'est réduit à la grosseur d'un timbre-poste envoyé dans le coin de l'écran. On dit « Oh, restez à l'écoute parce qu'il y a une nouvelle émission qui s'en vient encore meilleure. » Donc, on ne peut pas lire ce bandeau-là. Mais le public, lui, reste sur des vies. Wow, j'ai vu un documentaire à Discovery, puis il disait qu'on avait trouvé des sirènes. Et ça, c'est un peu épouvantable. Et quand des gens
parce qu'évidemment, je ne suis pas le seul critique de la télévision qui a vu ce truc-là aberrant. Plein de gens ont écrit à Discovery pour dire, moi, je vais me désabonner de votre chaîne si vous continuez à faire des trucs comme ça. Et la réponse de Discovery, croyez-le ou non, ça a été de dire, ce documentaire-là sur les sirènes a aussi été diffusé sur la chaîne Animal Planets, qui est la chaîne animalière de Discovery, et ça a été le documentaire le plus écouté de la chaîne. Oui. Donc, ça n'a pas d'importance qu'ils te mentent. Ils sont préoccupés davantage par l'auditoire que par la vérité. Moi, je dis souvent, vous savez, la vérité, elle existe. On n'invente que des mensonges. C'est exactement ce qu'ils font. C'est inventer des mensonges pour faire de l'auditoire. Quand le public est plus intéressé à entendre des mensonges que la vérité, on a un sérieux problème social. Et malheureusement, on ne peut pas se battre contre ça. Moi, j'aurais beau sortir mon épée puis brandir l'épée de la vérité, les gens... Puis c'est triste à dire, mais aussi la vérité. Là, une confidence. La vérité, là, les gens en ont un peu rien à cirer de ça, la vérité. Est-ce qu'ils la veulent, la vérité? Je ne suis pas convaincu, moi, qu'ils veulent la vérité. On entend toutes sortes d'histoires d'ovnis, de fantômes, de ci, de ça. Je pense que dans toutes ces sphères d'activité-là, il y a du matériel intéressant, que ce soit les fantômes, la voyance, la perception extrasensorielle, même les histoires de monstres, le monstre du Loch Ness ou tout ça. Il y a toujours... Je pense qu'il n'y a aucun sujet qui ne mérite pas qu'on s'y attarde un moment puis essayer de comprendre ce qui se passe. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas ça. Les gens veulent du rêve. Ils veulent rêver. Et le rêve, la science, ça ne fait pas rêver. La science, c'est un peu d'honneur. À un moment donné, quelque part, tu fais dire, tu crois qu'il y a un monstre dans le Loch Ness. Là, on l'a vu là, au cours des dernières années. Des scientifiques sont arrivés là. Ils sont ramassés de l'eau un peu partout dans le Loch Ness. Ils ont fait une analyse d'ADN environnemental. Là, je ne peux plus te tromper. Là, c'est la preuve ADN. Résultat, il n'y a aucun animal inconnu dans le Loch Ness. Merci, bonsoir. Alors, par contre, l'analyse d'ADN environnemental a démontré qu'il y avait de très, très fortes populations d'anguilles dans le Loch Ness. Ce qu'on ne suspectait pas. On savait qu'il y avait des anguilles, mais autant d'ADN d'anguilles nous montre qu'il y a des colonies ou des communautés d'anguilles très importantes dans le Loch Ness. Ça peut venir gros, j'imagine. Là. Voilà, donc la possibilité, là, à partir... Mais là, c'est la science qui se prononce. Là. La science nous dit, ben là, s'il y a des anguilles, ça se peut que 2 ou 3 anguilles qui nagent l'une derrière l'autre à la surface du Loch Ness, les anguilles peuvent atteindre 2 mètres, 2 mètres 50, ben, pourraient provoquer une espèce de remous à la surface et donner l'impression à un riverain qu'il voit une vague mystérieuse qui est provoquée par un monstre sous l'eau. T'sais. Bon, mais on ne veut pas entendre ça. Qui a envie d'aller visiter le Loch Ness en se disant que c'est une des anguilles? On veut aller au Loch Ness parce qu'on pense qu'il y a un monstre dans le Loch Ness. C'est un peu la même chose. Et puis dans le cas du Loch Ness, c'est 50 millions de dollars par année qui est injecté dans l'industrie touristique locale. Donc, les Écossais veulent que le monstre Loch Ness continue d'exister. Hein, c'est important. Mais on le voit pour des soucis d'ordre économique. Donc, on banalise ça. Hein, quand vous visitez le Loch Ness, là, on vous dit pas qu'il y a des études scientifiques, de l'ADN environnemental qui a éliminé le monstre puis qui dit que c'est des anguilles. On n'en parle plus. On revient, on espère que le monstre va revenir. Et ça, c'est un peu un des grands problèmes dans l'univers du paranormal. C'est ce que moi j'appelle, dans le langage populaire, on dit souvent une mémoire collective, mais dans le paranormal, c'est un oubli collectif. Okay. On veut tellement croire à ces histoires-là qu'une histoire qui est déboulonnée aujourd'hui, laissez-la reposer. Vous êtes certain que dans 2 ou 3 ans, elle va revenir dans les médias sociaux. Pareil comme si... On avait oublié que ça avait été dénoncé, que ça avait été démonté. Donc, quelqu'un arrive et dit « Ah, voilà, on a trouvé des momies extraterrestres au Pérou. » Ah, parfait. Les scientifiques arrivent et disent « Non, c'est pas des momies extraterrestres. On a pris des momies humaines, on les a charcutées pour nous faire croire que c'était des extraterrestres. » Ah, OK. Oublie ça. 3 ans après, les momies extraterrestres reviennent. Ah, c'est mystérieux, etc. Toute une équipe de scientifiques, il y a 4 ou 5 ans, qui s'était penchée là-dessus, puis ils ont dit que c'était faux, là, avec des preuves à l'appui. Mais on veut y croire. Oui, c'est tellement intéressant. Et même quand on raconte des histoires d'ovnis, les gens, même les témoins, ils veulent y croire. Moi, je dis à quelqu'un, ouais, mais là, tu as peut-être vu la planète Vénus. Ah non, c'est sûr que c'est pas ça. Et si tu changes d'avis, c'est un monde extraordinaire, c'est une communauté fantastique. Même quand on change d'avis, parce qu'on a de nouvelles informations, on devient un faux cul. C'est-à-dire que si vous enquêtez sur une histoire de fantôme aujourd'hui, puis là, vous vous dites,
en fonction de ce que je sais, je pense que cette maison-là est hantée. Dans 2 ans, vous apprenez, par exemple, qu'il y avait une conduite d'eau qui passait sous la maison et que cette conduite d'eau-là, bien évidemment, elle bougeait ou elle tremblait, puis que ça résonnait jusque dans la maison. Votre devoir, c'est de revoir votre conclusion. Vous dites, il y a 2 ans, je ne le savais pas. On découvre ça parce qu'il y a des travaux qui ont été faits puis ont mis à jour cette fameuse conduite d'eau. Maintenant, je revois ma conclusion initiale. Je ne suis plus aussi convaincu que j'étais que la maison était hantée. Il est possible qu'une conduite d'eau ait provoqué un certain nombre de... Bien, à partir du moment où vous remettez un peu votre conclusion, remettez la conclusion en question, bien, les gens qui veulent croire aux fantômes vont dire « Ah, tu as changé ton fusil d'épaule, tu as rejoint des sceptiques. » Là, on te diabolise. Parce que tu as changé. Souvent, j'ai vu ça. Il y a des trucs que j'ai, à un moment donné, sur lesquels j'ai enquêté. Et à cette époque-là, je n'avais pas d'explication. Mais je dis, ben là, j'en ai pas d'explication. Là, les amateurs étaient ils pavoisaient, là. Wow, on a un sujet inexpliqué, un code d'OVNI ou de fantôme qu'on n'a pas d'explication. Et là, 2 ou 3 ans après avoir eu accès à de nouvelles données, je disais, oh, finalement, c'était peut-être pas ça. Ah là, Christian Page a rejoint les sceptiques, c'est un méchant, c'est un parfait. L'exemple le plus frappant, puis encore aujourd'hui, je trouve ça un peu aberrant, le 7 novembre 90, il y avait des gens sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure qui ont vu une espèce de couronne lumineuse au-dessus de l'hôtel Bonaventure. C'est passé un peu dans les sujets un peu classiques au Québec, l'OVNI de Montréal. T'sais. Là, des gens voyaient ça, bon, c'était une espèce de couronne avec des faisceaux de lumière. Et à un moment donné, ils ont même appelé des policiers de Montréal qui sont allés sur place, qui ont vu le phénomène. Ils l'ont rapporté. Un agent de la GRC également est allé, a rapporté le phénomène. Puis le phénomène était à peu près immobile. Puis ça a commencé vers 19h et vers 21h30, 22h, le phénomène avait disparu. Mais ça n'a jamais bougé. C'est à peu près statique au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Donc là, ça devient l'OVNI de la place Bonaventure. Et là, c'est inexplicable, c'est des extraterrestres. Et moi-même, à l'époque, quand on me posait la question, je disais, ben là, il y a eu quelques tentatives d'explication qui tenaient pas la route. Parce que très rapidement, c'est un peu le danger des médias. Les gens ont tendance, dans l'univers du paranormal, les gens ont tendance à avoir des espèces de visions tunnels. Ils ne voient pas l'ensemble de toute la communauté, du monde autour d'eux. Il faut tout revoir ça en fonction de la communauté. Donc, immédiatement après l'histoire de l'OVNI de la place Bonaventure, les médias veulent une réponse. Ils sont allés voir la crème savante du Québec. Ils sont allés voir un type comme Pierre Chastenier, qui était au planétarium, qui s'occupait de phénomènes astronomiques. Ils sont allés voir Robert Lamontagne, un astrophysicien de l'Université de Montréal. Et ces gens-là, tu sais, on lui met le micro sous le nez, on veut une réponse. Puis là, une réponse. Puis là, la première réponse, c'était peut-être des reflets sur les nuages. Là, on découvre que les policiers du Nord, ça ne peut pas être des reflets sur des nuages parce qu'il y avait une grue, effectivement, ce soir-là, avec des lumières, mais on a fait éteindre les lumières de la grue. Donc, ça ne peut pas être les lumières de la grue sur le nuage. Ah, non. Enlevez ça. Robert Lamontagne lui dit c'était peut-être une aurore boréale. Peut-être que les gens ont vu un phénomène d'aurore boréale. Le problème, c'est qu'on est au centre-ville, beaucoup de lumière. Donc, même quand c'est une nuit claire, je ne suis pas convaincu qu'on puisse voir une aurore boréale depuis le centre-ville de Montréal. Et qui plus est, ce soir-là, on avait une importante couverture nuageuse, ce qui fait qu'on n'aurait pas pu voir une aurore boréale. Donc, on peut éliminer l'aurore boréale. Donc, c'était des explications rapides qui nous avaient été avancées, puis aucune d'entre elles ne pouvait répondre à ce que les gens voyaient. Moi, quand les gens me parlaient, là, je dirais de 1990 à l'an 2000, pendant 10 ans, quand les gens me parlaient de l'OVNI de la place Bonaventure, ben, j'haussais les épaules en disant je ne sais pas ce que c'est. Les gens ont vu ça. Mais ce que je savais, par exemple, c'était pas le seul endroit où on avait vu. Parce que les gens disent l'OVNI de Montréal, on devrait dire les OVNIs de Montréal, parce que le même soir, il y a plusieurs personnes à différents endroits de la ville de Montréal qui ont vu également des phénomènes mystérieux, lumineux dans le ciel, qui n'étaient pas forcément au-dessus de l'hôtel Bonaventure. Donc, ou bien il y a eu une armada d'extraterrestres qui a survolé la métropole, ou il y avait quelque chose d'autre. Donc, pendant 10 ans, on n'avait pas l'explication, ou j'en avais pas à proposer. Et puis, à un moment donné, il y a des gens en Europe, des spécialistes des phénomènes atmosphériques rarissimes, qui sont tombés sur le rapport de l'OVNI de la place Bonaventure. Puis quand ils ont regardé ça, c'est des gens qui s'intéressaient à l'astronomie, à l'astrophysique, aux phénomènes atmosphériques et également aux ovnis. Donc, tout était combiné. Donc, ils reçoivent ça.
Et en fait, eux, leur travail, ce groupe-là, il se spécialise justement à trouver des phénomènes atmosphériques rarissimes qui pourraient correspondre à certaines observations d'OVNI. Donc, ils tombent sur l'OVNI de la place Bonaventure et eux, immédiatement, ils ont compris ce qui s'était passé. Il y a un phénomène atmosphérique qui s'appelle des piliers lumineux zénithaux partiels. C'est un phénomène qui est rarissime. On connaît tous les piliers lumineux, on en voit l'hiver, et quand vous voyez un pilier lumineux, généralement, il n'y a pas de confusion. Vous avez un lampadaire, puis là, vous voyez du lampadaire, une colonne de lumière qui monte vers le ciel. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que des cristaux de glace, et c'est la lumière qui se reflète sur les cristaux de glace qui montent en atmosphère. Ça, c'est un phénomène de pilier lumineux ordinaire. Le pilier lumineux zénithaux partiel, lui, il est très différent. D'abord, il n'est visible que si on est placé juste en dessous, à cause des cristaux. La façon dont la lumière se reflète sur les cristaux de glace, il faut être directement en dessous, d'où son zénithaux. Il faut être au moins en dessous. Ensuite de ça, partiel, parce que à la surface, la chaleur est trop élevée, au niveau du sol, la chaleur est trop élevée, et les cristaux de glace n'apparaissent qu'en altitude. C'est toujours la lumière d'en bas qui se reflète sur les cristaux de glace. Mais il y a une zone où elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît qu'à partir d'une certaine altitude. Et un peu comme quand on regarde une voie ferrée, on a l'impression qu'elle se rejoint au loin. Bien, vous avez ces colonnes de lumière, mais quand vous regardez dans le ciel, vous avez l'impression qu'elles émergent d'un point unique. Et comme le faisceau de lumière ne va pas jusqu'au sol, il semble arrêter à une certaine altitude, on a l'impression que les faisceaux viennent du ciel et non pas du sol, parce qu'il n'y a pas cette zone-là, ce lien-là entre la source lumineuse au sol et la source lumineuse dans le ciel. Et quand on regarde des photographies qui ont été prises ailleurs, parce que dans le cas de l'OVNI de la place Bonaventure, on a une photo qui a été prise par un journaliste de la presse. Quand on regarde cette photo-là, versus d'autres photographies de phénomènes de piliers lumineux zénithaux partiels à travers le monde, c'est exactement la même chose que les gens ont décrit. Et ça explique aussi pourquoi des gens ailleurs, à Montréal, ont vu la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches d'une source lumineuse importante. Près du stade olympique, par exemple, le mât du stade olympique est très lumineux. Donc, les lumières, là aussi, au-dessus, à la hauteur du mât, la température était trop chaude pour avoir des cristaux de glace, mais quelques dizaines ou centaines de mètres au-dessus, il a commencé à avoir des cristaux de glace. Donc, les gens voyaient des lumières là. Et, une dame, par exemple, qui était dans un centre d'achat important, disait, elle, le voir au-dessus des lampadaires qui étaient dans le stationnement, elle voyait ces phénomènes. Donc, on voit que si on reprend une forte source lumineuse et on était placé juste en dessous, ça donnait cette impression d'un objet dans le ciel qui lançait des rayons. Donc, à partir de ce moment-là, il faut bien se rendre à l'évidence. Je regarde les photographies, les rapports qui ont été faits. Je regarde les conditions climatiques ce soir-là, pour l'OVNI de la place Bonaventure. On avait une température au sol de 2 ou 3 degrés. Donc, exactement les conditions qui étaient parfaites pour produire ce phénomène-là. Évidemment, les amateurs d'OVNI ne veulent pas croire ça. Ils véhiculent encore cette histoire-là. Oui, l'histoire de l'OVNI. Puis, on minimise aussi. Christian Page dit que les gens se sont fait tromper par des piliers lumineux. Non. Pas des piliers lumineux. Des piliers lumineux zénithaux partiels. C'est pas pareil. Des piliers lumineux, les gens n'auraient pas confondu ça. C'est un phénomène qui est rarissime. Mais là, à partir du moment où tu changes d'avis comme ça, et tu présentes une autre solution, bien là, évidemment, tu es un faux cul, puis là, tu es diabolisé, puis il a changé son fusil. Mais ça prend 30 secondes pour voir que vous n'êtes pas d'un bord ou de l'autre. Oui, exactement. Puis, moi, je sais bon, puis pendant des années, je ne l'avais pas l'explication. Mais maintenant, toujours cette notion du vraisemblable vers le moins vraisemblable. Est-ce qu'il est plus vraisemblable de croire que les gens peuvent être trompés par un phénomène atmosphérique rarissime, dont on a d'autres correspondances ailleurs dans le monde en photographie ou en témoignage, ou est-ce qu'il y a une armada de soucoupes volantes extraterrestres qui est venue faire du surplace à Montréal le soir du 7 novembre 90? Ben ça me paraît moins vraisemblable. Oui, exactement. Donc, c'est toujours un peu dans cette notion-là. Bien, je suis certaine que ça va vraiment éclairer beaucoup de gens. Malheureusement, j'ai parlé. Non, mais c'est bien correct. Comme on vous écouterait parler pendant des heures. Malheureusement, on a une limite de temps. On l'a atteinte. Avez-vous passé à travers toutes vos questions? Je sais même pas. Non, mais vous y avez répondu de ça me fait plaisir. Merci beaucoup, M. Page. Mais merci d'avoir été là. On va mettre tous vos liens là, vers vos réseaux. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci.
Cet épisode d'Entre deux mondes n'aurait pas été possible sans notre merveilleux commanditaire Pizza Salvatore. Alex, peux-tu nous dire c'est quoi la commande que tu prends chez Pizza Salvatore? Oui, moi, je prends toujours une pizza qu'on peut faire comme customable. Comme toi, tu mets genre... Ouais, moi, je prends pepperoni new-yorkais, pepperoni normal, comme une pizza garnie, sauf que je rajoute aussi des olives vertes. C'est tellement bon. Et c'est sans oublier les oignons français. Vous pouvez d'ailleurs utiliser le code 2monde15 pour vos commandes en ligne sur l'application ou sur le site internet de Pizza Salvatore et on les remercie énormément de commanditer le podcast. Merci à Pizza Salvatore.